Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Mon ami Jerry, mon ami Mr. White, le sujet du jour, pour commencer, aujourd'hui, en ce mercredi, est-ce que vous allez avoir une journée de triche? Oui. Oui, c'est prévu. Oui. Vous avez donné pas loin de 10 étoiles la semaine passée à la pizza qui a été livrée, mais vous avez manqué manger froide en passant. Oui. Parce que vous n'avez pas entendu la livreuse qui était à la porte. C'est moi, à 3000 km, qui vous a avisé qu'il y avait quelqu'un à la porte qui était en train de vous préparer un petit repas sympathique. Vive la technologie. Et on avait l'autre fois le débat, parce qu'on est très pro pizza normandin. Et à l'occasion, vu que le resto Pizza Pocket n'est pas très loin, on fait livrer la Pizza Pocket parce qu'il y en a un côté. Donc ça, c'était la deuxième livraison de Pizza Pocket. La première... les gens de Pizza Pocket m'avaient dit Jeff, t'es dur avec nous autres. Je dis, mais non, c'est pas dur. On fait un genre de concours, vous êtes deuxième. C'est quand même pas si mal. Puis on vous donne quasiment plus que 8 sur 10. Mais là, vous avez donné 10 sur 10 à celle de la semaine passée. Vous avez été emballé par votre pizza la semaine passée. Qu'est-ce qu'il y a au menu aujourd'hui? Pizza. Écoute, nous autres, on va possiblement récidiver. Là. Oui, on s'aligne là-dessus. Là. Donc, vous récidivez pizza. On récidive pizza ce midi. Wow. Écoute, je vous parle de bouffe, puis c'est vrai qu'on court les bons prix, puis toute la patente. Et hier, je vous ai parlé, puis je veux juste répéter ce que j'ai dit hier. C'est très important pour moi, puis des fois, on en parle un peu plus en détail sur Prime, et on le fait un peu plus condensé sur Live, mais c'est très important pour moi de vous dire une chose. Je ne défends jamais... moi, je suis un défenseur du capitalisme. Et dans le capitalisme, il y a des gens qui ne sont pas là pour vous donner un break. Là. Il y en a qui sont là pour vous donner un break. Il y a des compagnies qui ont vu le jour et que leur but, c'était de vous donner un break et c'est comme ça qu'ils allaient gagner. Je vous donne un exemple. Le plus bel exemple que j'ai en tête, c'est Walmart. Sam Walmart. Bon, il n'est pas toujours facile avec ses fournisseurs. C'est une compagnie qui négocie très serré. Mais vous savez que si vous êtes sur les tablettes de Walmart, et que vous avez une augmentation à filer, que vous avez besoin de passer au bureau en Arkansas pour aller passer une augmentation, vous êtes mieux d'être préparé, pas à peu près. OK? Walmart, c'est des gens qui ont à cœur votre budget, c'est des gens qui ont à cœur votre portefeuille, c'est des gens qui ont monté leur business là-dessus. Si je vous rajoute à ça que dans le milieu des affaires, donc dans chacun des domaines, il y a le capitalisme est extraordinaire parce qu'il crée une genre de compétition entre des joueurs et veut pas, justement parce qu'il y a un Walmart, et surtout que Walmart s'est intégré maintenant graduellement dans la bouffe aux États-Unis. C'est carrément un des plus gros joueurs. Au Canada, ça a été timide au début, c'est fait encore, mais je vous dirais que c'est pas encore fait comme c'est fait aux États-Unis. Aux États-Unis, il y en a au Canada, là, il y en a peut-être même une coupe, je pense à Montréal, certainement en Ontario. Mais si vous allez dans un Supercenter Walmart, il y a une moitié de magasin qui est carrément une épicerie totale ou complète et vous avez tout le reste qui est l'autre partie et l'autre porte. Donc, nous, on a pris les vieux magasins et on a fait un mix. Donc, c'est pas encore... Tu sais, dans la tête du monde, au Québec, Walmart n'est pas encore... les gens y vont, là. L'augmentation du nombre de personnes puis de la part de marché de Walmart au Québec, c'est impressionnant pour la bouffe, là. Mais s'ils le faisaient comme ils le font partout ailleurs, moi, je pense qu'ils gagneraient 4-5% du marché comme ça, s'il y avait les mêmes magasins qu'ailleurs. Mais quand même, Walmart vous donne une chance en étant des gens qui vont surveiller les prix. Puis là, je parle pas de panier extra, je parle pas des gens comme ça, je parle de grandes chaînes que souvent on voit comme des chaînes qui ont peut-être plus le goût de nous faire les poches que d'autres choses. Mais pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que quand on parle de bouffe, ou qu'on parle de n'importe quoi, puis qu'on voit des folies qui se racontent sur la scène politique, on est peut-être vu comme des gens qui vont défendre, prenons par exemple Métro. Mon but, moi, c'est pas de défendre Métro. 0, 0, 0, 0. J'ai pas à défendre Métro. Métro va se défendre seul. J'ai entendu le vidéo, je sais pas si tu l'avais dans le lab, Mr. White, le vidéo du patron de
métro qui est interrogé par quelqu'un du NPD. Je sais pas, ça fait toujours un peu ticaille. Quand tu vois des gens qui sont pas dans leur élément, je sais que beaucoup de gens à Montréal aiment ce gars-là, mais quand ces gens-là ne sont pas dans leur élément, moi, tu sais, comparer. Moi, si tu me compares le salaire d'un dirigeant d'une grande entreprise comme Métro, et tu le compares au salaire d'une caissière, pour moi, t'es un cave. OK? Dire, c'est comme comparer le salaire d'un carrière d'une équipe de la NFL et de la personne qui s'occupe de, je sais pas, moi, n'importe quoi dans l'organisation, qui s'occupe de tondre le gazon dans le stade pour l'équipe. On sait très bien que le gars qui tond le gazon est excellent, puis on sait très bien que le gars mérite probablement plus qu'il gagne. Mais d'après moi, il gagne 40 000 par année, puis le gars qui est carrière gagne 18 millions par année. T'sais, pourquoi il gagne 18 millions par année? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme lui. Tandis que des gars, pour faire le gazon sur un tracteur, ben, malheureusement, même dans une période où il y a beaucoup d'emplois, il y a peu d'employés de disponibles, on est capable de trouver des gens qui sont formés pour faire ça pas mal plus facilement qu'un carrière. C'est la même chose pour un dirigeant d'une grande entreprise. Donc, quand tu sors une patente de même, tu te discrédites bien. Dans ce temps-là, je vois que les politiciens ne font pas ça pour vous défendre. Ils font ça pour leur intérêt personnel. Ils font ça pour faire un genre de freak show. Mais quand ils sortent l'argument du salaire d'un PDG d'une grande compagnie versus un salaire d'un employé à la base de la pyramide, je me dis, OK, là, on a affaire carrément à un idiot. Puis, c'est ça qui est arrivé. Je l'ai quelque part, je pense. Je sais pas, t'avais-tu dit que tu l'avais, Mr. Ouais, je l'ai, mais je vais te le trouver. Je vais le trouver dans le ballon. OK, ben non, je l'ai ici. Je l'ai ici, je vais le passer de même. Donc, voici le gars, je sais pas, je me rappelle pas de son nom. Je connais son visage, mais je sais qu'il est pour le NPD, mais j'ai pas son... c'est Boulris, c'est ça, Jerry? Boulris, exactement. Boulris. Ça. Donc, voici, je ne le mettrai pas un complet. Un vieux de la vieille du NPD. Là. Oh oui, c'est un pur communiste. Poser quelques questions au grand patron de Métro. Écoutez ça. Mettons qu'il y a un enfant chez nous là, qui ça tente d'aller travailler pour Super C ou pour Métro. Un caissier chez Métro, ça gagne combien en partant? Un peu plus que le salaire minimum. À peu près comme 15-16 $ de l'heure? Bien, le salaire minimum, c'est 15 un peu plus que ça. Oui. Parlant de salaire, quelle a été votre rémunération totale en 2022? La rémunération, en quoi c'est pertinent pour le sujet aujourd'hui? Donc, il gagne 5,9 millions de dollars. 5,9 millions de dollars. Ben, moi, je trouve que 5,4 millions de dollars avec un boni qui a été une augmentation de 15 %, vous faites à peu près 155 fois le salaire moyen du caissier qui travaille pour vous. OK, ça, quand tu me sors ça, là, tu me prouves au grand jour que tu es un cave. Ça là, ça n'a rien à voir. On aimerait tous gagner 5,4 millions de dollars, mais on sait que c'est pas de même que ça marche. Voyons, c'est quoi cette philosophie de colon-là? Combien de gens au Québec peuvent être patrons? Regardez les diplômes de ça, regardez les CV de ça, regardez. Et ces gens-là, en passant, ils vont le dire. C'est pas lui qui détermine son salaire. Il y a un CA qui détermine ça. Il y a un CA qui représente les actionnaires. C'est pas de même que ça. Tu sais, si vous voulez savoir ce qui se passe avec le prix de la bouffe, embarquez pas ces affaires-là juste pour essayer de faire une vidéo TikTok. Soyez des gens sérieux. Come on. Trouvez pas ça un peu indécent à un moment donné? Non, la rémunération, ma rémunération, il faut en parler avec le conseil d'administration. Je suis mal placé pour parler de ma propre rémunération. Mais la rémunération des exécutifs chez Métro, elle est normale et compétitive. On est une entreprise d'une certaine taille. Et il faut attirer des talents pour administrer la compagnie. Puis les salaires qui sont payés chez Métro, ils sont compétitifs, en fait. Ils sont un peu en bas de la médiane de notre groupe de référence. Alors, il n'y a pas de gêne du tout avec la rémunération exécutive. Mais vous ne pouvez pas comprendre la frustration des gens qui ont de la difficulté à payer leur épicerie puis qui voient ces montants-là. Là, regarde, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Il est dans le champ. Là. Il faut que le gars de Métro il explique comment ça marche. Il est dans le champ. Il s'en va, il prend pas la bonne route. Là. Puis, je vous le dis, je l'ai dit hier, mais je le répète encore. Moi, les grandes compagnies de ce style-là, je ne suis pas en amour avec eux autres. Là. C'est des gens, pour moi, qui exagèrent parce qu'ils tiennent toujours les mêmes marges.
puis ils sont dans un système où tout le monde profite un peu, incluant les fournisseurs, et que tout le monde profite, que tout le monde monte les prix. Je ne sais pas si vous me suivez, là. Ah oui, Je l'ai expliqué hier. Ça veut dire que si, mettons, vous vendiez, on va y aller avec des chiffres plus faciles à comprendre, vous avez un steak qui se vendait à 10 piastres. Maintenant, il se vend 20 piastres. Donc, la ferme fait plus d'argent. Il y a des familles qui vont me dire que non. Là. Je comprends. Mais pour l'exemple, j'explique ça de cette manière-là. Ça se peut qu'il y en a qui fassent moins d'argent ou le même argent. Mais pour l'exemple, je veux qu'on comprenne bien. La majorité des joueurs qui sont responsables du steak, le grain, le fermier, l'abattoir, le distributeur, l'épicier, etc. Il y en a peut-être un ou deux que je manque. Tout le monde profite du fait que le steak double. Et si vous appuyez le fait que les marges sont, mettons, de 5 % ou allons-y à 10 pour qu'on comprenne bien et que ce soit facile à calculer. Si c'est à 10 %, on comprend que probablement que tout le monde fait 10 % du prix où il est rendu. Donc, l'épicier, lui, à la fin, pour payer toutes ses opérations, il se prend une marge. Et à la fin, il y a même une marge de profit et d'administration. On dit que les marges, à peu près 4 %, 5 % dans le domaine de la bouffe. Donc, mettons qu'il reste 1 piastre sur le steak à 20 piastres pour l'épicerie. On comprend qu'avant, quand il était à 10 piastres, il restait à 50 cents. OK? Donc, pour moi, c'est dur de défendre ça. Parce que, tu sais, je comprends qu'on est dans un contexte de bourse, d'actionnaires, de ci, de ça, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une game dans laquelle on est, puis on joue cette game-là. Est-ce que je suis à l'aise de voir que finalement les marges sont toujours les mêmes, même quand le prix double? Je pourrais vous dire que des fois, je trouve ça un peu malsain. Mais donc, je ne suis pas en train de défendre les joueurs, je ne suis pas en train de défendre les métros de ce monde. Ils se défendront par eux-mêmes. Mais ce qu'on apprend ce matin, parce que hier, le point que j'ai fait, c'est que ce que j'ai dit, c'est que si les politiciens sont en guerre contre Métro et les compagnies qui vendent de la bouffe, contre les épiciers, est-ce qu'ils vont regarder dans leur cours avant parce que les épiciers, malgré le fait que tout a augmenté et que les marges sont les mêmes, donc les profits augmentent, est-ce qu'avant de faire la leçon à Métro ou aux autres chaînes d'alimentation qui ont habituellement entre 3 et 5 % de marge, est-ce qu'avant d'aller faire la leçon à Métro, le gouvernement du Québec va faire sa propre leçon, gang de voleurs, et qu'ils vont commencer à donner des exemples à l'intérieur, parce qu'ils volent à peu près tout le monde partout. Et un des plus beaux exemples à montrer, c'est la SAQ avec la vente de boissons et de vin, alors que la marge est entre 30 et 35 % et qu'ils se donnent des augmentations de prix, alors qu'il n'y a aucune compétition et aucun danger de se faire shifter. Donc, ils sont libres de montrer comme ils veulent. On est captifs. Ils augmentent le prix du vin et des spiritueux à un pourcentage quand même assez élevé. C'est 3 hausses par année depuis quelques années. Est-ce que le gouvernement fait le ménage dans sa propre cour avant de faire la leçon aux épiciers qui, eux, se gardent? Je comprends là, que les épiciers, je vais le répéter encore, je comprends que les épiciers, avec les augmentations, ils auraient pu se dire on va se prendre 2,5 % de marge au lieu de 4. Puis on va arriver au même profit, on va même faire plus de profit parce que les prix ont augmenté. Donc, sans effort de plus, vu que l'inflation est là, nos profits explosent. Wow! Donc, OK, on peut le dire. Parfait. Mais qu'est-ce que vous pensez du crosseur qui fait exactement la même chose, mais qui a des marges de 30, 32, 33, 34 et 35 %? Eh bien, on a eu dans les dernières heures la raison. Donc, la raison, on l'a. Et la personne qui nous l'explique, elle est un peu... c'est une personne un peu naïve, dans le sens que je pense pas que c'est une mauvaise personne. Puis, je pense que c'est quelqu'un qui est bien avec ses idées, ses valeurs. Puis, non, je n'osais pas à l'insulter. Moi, j'aime quand quelqu'un est transparent, au point où elle ne se rend pas compte de la gaffe qu'elle est en train d'écrire. Elsie Lefebvre est une ancienne députée péquiste, OK? Je sais pas, je pense qu'elle était là un mandat. La raison pourquoi on se souvient d'elle, c'est que c'était une fille extrêmement jeune qui avait été élue, puis que le PQ comptait sur elle pour rajeunir le PQ, ce qui n'est finalement jamais arrivé. Elle a perdu par après, les libéraux sont rentrés, elle a perdu, puis elle s'est ramassée au haut. Puis là, depuis quelque temps, c'est la genre de relève péquiste, gauchiste, qui écrit des choses un peu spéciales dans le Journal de Montréal. Elle n'est pas la seule. Et là, elle a été,
Parce que là, elle a mis le vidéo que je vous ai fait entendre, elle a mis le vidéo du député du NPD au fédéral qui questionne le grand patron de Métro, et elle marque indécent. Elle a mis ça sur Twitter? Oui. OK. Elle a mis ça sur X, elle a marqué indécent. De souvenir, là, c'est ce qu'elle a marqué. Et là, il y a un pirate qui lui fait remarquer que, OK, parfait, ils sont peut-être pas fins, mais qu'est-ce qu'elle pense des gens de la SAQ qui sont pires qu'eux autres? C'est-à-dire qu'au lieu de se prendre 4 de marge, ils se prennent aux alentours de 30-35 de marge. Et là, elle a répondu. Et ça, là, excusez-moi, là, c'est extraordinaire. Puis, je vous dirais, tu sais, des fois, il y a des gens qui sont... Attaquez pas ces gens-là qui, par naïveté, nous donnent ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je m'abstiendrais de commenter ou d'insulter de peur que ces gens-là arrêtent de le faire. Il faut les laisser faire. Ils confirment ce qu'on pense et ce qu'on dit depuis toujours. Donc, Elsie Lefebvre s'est fait reprendre par Steve Boisvert. Il dit, vous êtes une illettrée économique, Elsie. Rien d'indécent là-dedans. La SAQ, le monopole de la SAQ fait bien pire. Vend 3 à 5 fois son coût d'acquisition. Ça ne vous choque pas? Et voici la réponse. Voici la réponse. C'est ça qui est important. Ça retourne dans les coffres de l'État pour payer la santé et l'éducation. C'est assez majeur comme différence. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ces gens-là, que vous soyez capable de manger ou pas, ils s'en crissent. Ce qu'ils n'aiment pas, c'est de voir que c'est des compagnies privées ou en bourse qui font de l'argent sur votre dos. Ça, ils n'aiment pas ça. Mais quand c'est le gouvernement, quand c'est la machina, la machine qui vous fourre 5-6 fois plus que l'épicier vous fourre, tout d'un coup, de faire les poches des citoyens, ce n'est plus grave. Car l'argent, et ça c'est la plus vieille phrase du monde, là, comme si 1 milliard maintenant, c'est ça qui portait au bout de ses bras la santé et la santé et l'éducation. Voyons, on commande. C'est 1 milliard. Non, il n'y a pas de docteur, puis les écoles sont fermées. Arrêtez. Là. Ben oui, c'est ça. Il y a zéro service au Québec. Là. Il y a zéro service dans rien. Là. Donc, ce qu'on comprend d'elle, si je comprends bien ce qu'elle a écrit, c'est un peu ce que j'ai écrit sur Twitter, sur X ce matin. Si on comprend bien, c'est que... Et ça, c'est vieux comme la terre, comme Take King. Mais moi, je suis content parce que nous, on le dit depuis toujours. Mais là, maintenant, grâce aux réseaux sociaux, ils s'ouvrent et ils nous disent ce qu'on sait, puisqu'on attend juste la confirmation. Elle nous le dit. Donc, ce qu'on comprend, c'est que l'État peut vous fourrer à l'infini. L'État peut vider vos poches sans problème. Vous pouvez crever de faim, être pas capable de vous loger. Quand vous avez 1 pièce dans votre poche, c'est permis pour l'État de venir chercher la pièce, même si ça vous empêche de manger et de payer le loyer. Tant que les profits engraissent la machina, il n'y a aucun problème. C'est la machine avant le citoyen. Yes. Donc, si je vais transporter ça ailleurs. On le sait, mettons que vous comprenez comme moi que, en partant, le chef du PQ est à la même place que QS sur les histoires des épiciers. Il a fait hier un tweet sur X qui nous montre qu'ils sont exactement à la même place. Donc, dans ma tête à moi, j'ai l'impression que QS et PQ seraient très à l'aise si on y avait un projet de loi qui était présenté à l'Assemblée nationale et qu'on offrait au PQ et à QS de nationaliser la vente de bouffe. Ah, ça va venir. Et que, comme le vin, le gouvernement du Québec serait propriétaire des magasins qui... Les autres, ils le feraient au nom des prix les plus bas, etc. On comprend l'histoire. Là. Non, il dirait, ça va être les produits québécois en premier. Nous, on va prendre tout ce qui est québécois en premier, puis après ça, on va acheter d'autres choses. Là. Mais en réalité, ça va être des magasins vides et très chers. Voilà. Ça va finir de même. Un pain va être à 24 pièces. Oui, c'est sûr. Un pain va être à 24 pièces. Et si mettons, vous allez dire, je suis plus capable de m'acheter un pain,
puis que vous allez écrire à Elsie Lefebvre, « Wow, bravo, finalement, votre chaîne d'épicerie nationalisée appartenant au gouvernement qui a un monopole de vendre de la bouffe. On est rendu que le pain est passé de 3,59 à 24 piastres en 2 ans. Bravo! » Elle va vous dire, qu'est-ce qu'elle va vous dire? Elle va vous dire, « Moi, mais c'est pas grave. Parce que ça nous sert à payer l'éducation et la santé. » C'est ça la patente. C'est ce qu'elle va dire. Exactement ce qu'elle va dire. Donc, laissez ces gens-là s'exprimer. Soyez pas trop durs avec eux parce qu'on veut continuer, on veut qu'ils continuent à s'exprimer. Mais en ce moment, ce que vous voyez dans le plan de QS et du PQ, ils ne sont pas en train d'essayer de mettre au pied du mur. Ils n'ont aucun pouvoir. Entre vous et moi, là. Ils ne contrôlent pas la chaîne, ils ne contrôlent pas les épiciers, ils ne sont pas capables de rien contrôler. Ils n'ont aucune idée de ce qui se passe. Donc, ça, c'est du bruit pour avoir l'air intéressant. La vérité, c'est que les prix ne changeront pas, ça ne baissera pas. Probablement que l'inflation dans la bouffe va continuer dans l'année qui s'en vient. Et les interventions des gauchistes du NPD au fédéral, de Justin Trudeau au fédéral aussi, du PQ et de QS, ne donneront absolument à rien. Mais retenez une chose, dans ce débat-là, une des affaires, c'est une graine qu'ils sont en train de mettre dans la terre. Et on connaît le monde. Le monde, c'est quoi? C'est les madames là, sur le bord de l'eau, là, de l'île bourrée de roches alentour. Là. Les sirènes. Les sirènes. Oui. Les sirènes grecques, c'est ça? Les sirènes grecques oui, c'est exactement ça, comme dans l'Iliade. C'est un début, c'est une graine. D'abord, on identifie les méchants, on les accuse de tous les maux, et on va arriver avec la solution. Et vous connaissez les Québécois. Les Québécois sont comme des hommes qui sont horny et prêts à s'en aller vers l'île bourrée de roches pour aller voir les sirènes qui les appellent. Oui. Les Québécois La risquent belle d'acheter le discours de QS et du PQ, que finalement, les épiciers, c'est toute une gang de colons, puis une gang de cochons, puis une gang de sans-cœur, et que si on avait un réseau de bouffe gouvernemental, avec un peu comme la SAQ, on aurait des produits extraordinaires à des prix comme jamais vus. Je vous le dis, ils font pas ça ils savent qu'ils n'ont aucun pouvoir. C'est tranquillement, pas vite, mettre une petite graine pour essayer de faire passer cette idée-là. Vous savez que dans la gauche, plusieurs rêvent de nationaliser un paquet de choses. Je vous le dis, là, on l'avait déjà dit pour les dents. Si un jour, le gouvernement fait un système de santé pour les dents comme il y a le système de santé, on comprend que tous les Québécois vont avoir des caries, puis les Québécois vont avoir des dents noires à grandeur, puis vont avoir des dentiers à tour de bras. Mais c'est la même chose pour tous les sujets, toutes les affaires qui parlent. Si un jour ces gens-là veulent vous amener vers ça, vous devez savoir qu'on va crever de faim. Vous devez savoir que si un jour c'est ça. C'est sûr que dans le fond de leur patente, c'est ça la patente. Ils ne le diront pas là, parce qu'il faut qu'ils y aillent graduellement. Mais le but ultime, c'est ça. Si jamais QS est au pouvoir, une des premières... On dit, les QS, ils achèteraient les banques, ils nationaliseraient plein d'entreprises, ils en feraient des coopératives, etc. Et moi, je pense que QS, une des premières choses que QS rêve de faire, c'est une SAQ de la bouffe, SAQ qui achète Métro, qui crisse dehors Sobeys et l'Oblat du Québec et qui fait une chaîne nationalisée de bouffe. Donc, soyez très attentifs aux Madame Sirène sur le bord de l'eau qui crie au capitaine du bateau horny. Et le capitaine du bateau est tellement horny qu'il n'est pas capable de voir le paquet de roches qui va faire couler son bateau. Voilà. C'est exactement ce qui risque d'arriver. Mon nom est Jeff Fillion. On poursuit sur Radio Pirate. Radio Pirate. Faites partie de la révolution. Listen, radiopirate.com. Radio Pirate. Here comes the money. Here we go. Moi, je fais pas de recommandations. Jerry, le boursicoteur. Oh oui, le boursicoteur, là. Le boursicotage. Un peu de boursicotage par jour éloigne le médecin pour toujours. Ah oui? Ouais. Je vais les modifier un peu. Là. Qu'est-ce que tu veux? J'aime ça modifier. Mais pour vrai, là, j'ai énormément... quand tu reçois, mettons, 7-8 emails sur des sujets,
tu dis, c'est juste 7-8 emails. Mais en réalité, ça représente beaucoup de monde. Il faut le voir comme ça. Je reçois, d'après moi, 3-4 emails quasiment par jour. Dans la semaine, ça fait peut-être 20. En partant, les emails, les gens sont plus là-dessus ben. Donc, prennent la peine d'écrire par email, c'est parce que... Oui, email, texto, message privé sur Twitter. Je mets tout ça là-dedans. Je parle de messages au complet. Là. C'est des messages, mais par rapport à la bourse. Donc, mes petites chroniques de bourse qui étaient disparues depuis des années, mon petit boursicotage, j'en fais un petit peu, parce qu'à l'époque, à Radio Pirate, on faisait des longs bouts de boursicotage assez crunchy, si je peux dire. Puis je faisais aussi des conférences dans le temps aussi pour le boursicotage. Là, je fais plus de conférences. Puis j'aime ça jaser de bourse, qu'est-ce que tu veux. J'ai toujours quelques petites histoires. Puis si ça peut vous servir, bien, tant mieux. Hein, c'est comme ça. Puis comme dit l'ID, on ne fait pas de recommandations, mais on dit ce qu'on a dans notre tête tout simplement. Mais il y a toutes sortes de nouvelles mélangées. C'est ça qui est le fun de la bourse. Il y a toujours de l'action. À chaque jour. Il y a toujours un nouveau livre qui va s'ouvrir. Je vous parle juste de même. Ça, c'est une anecdote, mais c'est spécial pareil. Il y a un gars qui a été pris la main dans le sac chez Apple. By the way, Apple, l'action en bourse se maintient dans 190$, Jeff. Je sais que t'es parti, mais quand même, là, il se maintient dans 190$. Il est monté quasiment jusqu'à 198$. Je pense qu'il a quasiment accroché le 200$. Mais là, il devrait quoi, 190$? Ça n'a pas été un de mes bons moves. Je te le dis. C'est jamais des bons moves. Non, mais c'est ça l'histoire de la bourse. On est toujours perdant. Ouais. Mais est-ce que tu fais de l'argent avec ton move? Overall. Oui, tu fais de l'argent. Voilà, tu fais un excellent move. Là, tu dis, ouais, mais j'ai pas fait le move parfait. Mais mettons que tu es à 192 présentement. Mettons que tu es encore dedans à 192. Oui, bien, je fais de l'argent, parfait. On se reparle dans 3 mois. Là, l'action va être à 162. Là, tu vas dire, ouais, j'aurais dû vendre. Hein. Mais c'est ça, tu es toujours perdant. Il faut que tu sois gagnant sur papier. Dans ta tête, si tu es gagnant sur papier, tu es gagnant. C'est une affaire qui est sûre, c'est que dans ta tête, tu es perdant. Oui, parce que c'est toujours perdant. Oui, je comprends. Tu es toujours perdant. Et quand tu es... Si, mettons, toi, quand tu es parti, mettons, on dit un chiffron, 170. Je suis parti à 170, puis si Apple, présentement, était à 145, tu aurais dit, hey, moi, je suis tout un trader. Moi, je suis un vrai de vrai. Tu dis, ouais, mais là, t'es embarqué dedans à 165, puis ils sont à 145, tu perds de l'argent, puis tu es content. Ouais, mais j'ai évité le désastre. Mais non, c'est pas ça. Là. C'est pas ça, la bourse. C'est faire de l'argent, la bourse. C'est pas faire genre d'apparence de sauver les meubles. C'est pas ça, la bourse. Il faut que tu fasses du cash. Tu l'as fait, c'est ça qui compte. Donc, l'histoire d'Apple, puis la fait, c'est que ça n'a même pas joué sur le prix de l'action. Parce que c'est une petite anecdote, mais en réalité, c'est un crime. Il faut le dire de même. C'est un crime. Le gars, il travaille pour Apple. Ben, il travaillait pour Apple. Et sa job dans la compagnie, c'était de surveiller les employés et les initiés, la direction, les boss. On s'entend-tu qu'une compagnie de cette ampleur-là, il y a énormément de strates de boss par en haut. Lui, sa job, c'était de surveiller les transactions d'initiés parce qu'il y a du monde à chaque trimestre, parce que la bourse, il y a une espèce de dictature de la bourse. À chaque trimestre, il faut que tu sortes tes résultats financiers. C'est un peu raide. À chaque trimestre, il y a un débat il y a un débat aux États-Unis. Même Warren Buffett faisait partie de ce débat-là. Il disait les résultats financiers, ça devrait être 1 fois par année. Il y en a qui disent que 2 fois par année. Là, en ce moment, on est à 4 fois par année. Ça vient vite, pareil, là, pour des multinationales de cette grosseur-là, mais quand même. Donc, à chaque trimestre, lui, le gars, sa job, c'était de surveiller un genre de police, la police d'Apple, pour pas que des employés ou des initiés fassent des transactions, des gens qui ont de l'information privilégiée, avant de sortir les résultats financiers, ben, ils ne peuvent pas vendre et vendre des actions, acheter des actions, shorter des actions. Donc, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont initiés. Ils ont de l'information secrète.
Moi, c'est déjà arrivé, quelqu'un que je connais très bien, qui travaille pour une compagnie, puis elle, cette personne-là, elle ne pouvait pas faire aucun move. Elle était actionnaire de la compagnie. Parce qu'elle a le droit d'être actionnaire de la compagnie que tu veux. Mais elle était actionnaire, mais elle avait comme un genre de blocus. Elle ne pouvait pas vendre ni acheter ses actions pendant une période de temps. Parce que tu vas te faire pogner. Tu peux pas. Tu as de l'information privilégiée. L'affaire, c'est que ce gars-là, la police d'Apple, qui surveillait les autres pour pas qu'ils fassent de délit d'initié, lui-même, il s'est fait pogner. Lui, il faisait des délits d'initié. Lui, il a réussi à faire 270 000 $ sur de l'information qu'il y avait d'Apple. Et il a réussi à un moment donné, puisqu'à un moment donné, il y a eu de l'information dans le passé où l'action d'Apple avait baissé. Lui, il a réussi à sauver 370 000 $. Donc, ils ont fait des calculs. Ils ont dit, le gars, la police était comme ripou, en fin de compte. La police était pourrie. La police d'Apple, le surveillant des autres, lui-même faisait des transactions d'initiés. Il s'est fait pogner. Il y a 600 000 $ d'amende, puis il y a une peine dans la communauté, une patente, une genre de petite peine, là, une genre de petite peine bizarre un peu. Et le gars, il s'est fait crisser dehors de chez Apple. Mais quand même, c'est une anecdote. Ça n'a pas fait de jeu sur le prix de l'action d'Apple, mais il y avait un genre de pourri dans l'organisation, puis il s'est fait pogner. J'ai trouvé ça un peu spécial. Avant ton deuxième sujet, est-ce que je peux intervenir concernant ce qu'on a parlé tantôt pour les épiceries et les histoires de prix, de la SAQ, du tweet de la péquiste Elsie Lefebvre? Juste vous dire qu'il y a une suite à ça ce matin, puisque Éric Duhem a fait un tweet sur X concernant le discours de la gauche québécoise et la guerre contre les épiciers que le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, appelle les oligopoles. Ça veut dire quoi, oligopole? C'est un marché très restreint à quelques joueurs. Est-ce que ça cadre dans un oligopole de voir que Walmart est là, que Metro est là avec différentes bannières, que Sobeys est là, que Costco est là? Ensuite, j'en oublie, l'Oblast est là. Il y a même plein d'épiciers qui sont là, des épiciers indépendants qui trouvent directement des fournisseurs, comme entre autres le panier extra. Est-ce qu'on peut parler de oligopole dans ce cas-ci? Regarde, à discuter. Mais il traite Éric Duhem d'ignare de classe mondiale et reprend quelques arguments. Donc, très beau de voir que finalement, Paul Saint-Pierre, c'est compliqué son crise de nom. Oui. Paul Saint-Pierre Plamondon est pour le bris des cartels et des oligopoles, donc ce qui veut dire qu'il doit détester les monopoles et qu'il semble aimer la concurrence, donc c'est quelque chose qu'on doit retenir et lui remettre sur le nez parce qu'il y a un paquet d'affaires, entre autres en santé, dans un paquet de choses qu'on pourrait lui dire, ce que tu le demandes pour les épiceries, tu devrais l'appliquer pour le reste que le gouvernement opère. Ça, j'imagine qu'on aura des réponses différentes. Mais juste vous dire que même à la fin, il fait un clin d'œil aux pirates. Donc, le chef du PQ qui est tombé dans les histoires, il finit son tweet en disant « Au lieu d'être du bord des citoyens, Éric Duhem reprend les discours de baisse de taxes tout azimut au profit de ces mêmes entreprises en oligopole, telles que les pétrolières, discours qui est ensuite relayé par des comptes anonymes avec des photos de voitures, de toutous et de pirates, de grands économistes. » Il faudrait que, s'il embarque les pétrolières dans les oligopoles, il faudrait qu'il me parle de comment ça se fait que j'ai payé à FLL avant-hier. Donc, en revenant du football, j'ai payé mon essence 2,56 le gallon, alors que ce sont les mêmes pétrolières. Qu'est-ce qui cloche entre les deux, là? Qu'est-ce qui cloche qu'il y a un litre à 75 cents quelque part en Amérique, pas trop loin de chez nous, et que nous, on est à 1,59? Est-ce que ce sont les oligopoles? Non, ou ce sont les crosseurs de politiciens et la grosse machine alentour qui nous fait les poches? Les taxes. Voilà. La suite du boursicotage, c'était juste une parenthèse. Moi, j'en ai une petite parenthèse, moi. Vas-y. Un pirate qui m'a écrit hier... Parce que tu avais parlé d'une école en Floride qui ont bâti pour 80 millions de dollars là, pour 2000 élèves. Je ne sais pas trop quoi. Là, c'est à côté de chez nous, c'est à 5 minutes à pied.
Puis il y a un pirate, c'est ça, justement, il dit, à Drummondville, nous autres, il dit, on va avoir on a une nouvelle polyvalente. OK, wow. Qui va ouvrir, je pense, en 2024. OK. C'est ce que j'ai vu, là. Donc, c'est la polyvalente, c'est pour 1256 élèves. OK. Puis le pirate, il dit à peu près 2000 élèves, mais il ne savait pas. Mais t'as fouillé. Merci de l'info. Je suis allé fouiller. C'est pour 1256 élèves, superbe bâtisse là, à Drummondville, et ça va être 167 millions. Moi, je me dis une affaire, j'ai vu les plans de l'école et j'ai vu les photos 3D de l'école. Celle à 80 millions à Port-Saint-Lucie est vraiment écœurante. Là. Alors, ça veut dire que si c'est 800 étudiants de moins et qu'elle coûte quasiment 3... Tu me dis combien? 167. OK. On met ça en vrai au même dollar, parce qu'un dollar ici, un dollar là-bas, même si on fait l'échange des deux, c'est pas pareil. Quand on regarde dans chacun de ces marchés, ça se ressemble plus qu'on pense. Juste par le salaire des employés de McDo, on peut voir qu'il n'y a pas une différence de 35 %. Il y a une différence qui est quasi nulle. Elle doit être belle en crise. À 160 millions, elle doit être écœuramment belle. Elle est très belle. C'est une belle bâtisse, pour vrai. Là. Le vrai prix, c'est 80. Là. C'est ça l'histoire. Le vrai prix, c'est 80. Tout le monde se graisse. Là. Les oligopoles. les oligopoles. Oui, les oligopoles. C'est eux autres qui créent eux-mêmes. Avez-vous remarqué que dans tous les dossiers qu'il y a, la patente du stade olympique à 1 milliard, encore les cessataires, le stade olympique à 1 milliard, avez-vous remarqué que c'est toujours les mêmes groupes? Pomerleau, EBC, toujours les mêmes groupes. Si on parle de oligopole, qui a créé ça? Le gouvernement du Québec, en empêchant les entreprises de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et du nord-est des États-Unis de participer à nos projets publics. On est un petit... Même les États-Unis font la même chose. Mais sacrément, ils sont 350 millions. Il y a une compétition naturelle à travers 350 millions. Nous, on est 8 millions. Nous, on crée nous-mêmes nos oligopoles. On est incroyable. Le reste du boursicotage, Jerry. La Caisse de dépôt a pris et devient actionnaire de Cogeco. C'est dégueulasse. Hein? Moi, je ne peux pas être employé. Si je suis en onde à Cogeco, je décris là. Parce que tu sais que c'est plus les boss qui... Tu sais que c'est plus ton directeur des programmes qui mène. Ouais. Tu sais qu'à partir de maintenant, il y a quelqu'un en haut. Il y a une marionnette qui se fait jouer dans le cul par le maître des marionnettes. Il y a une main invisible. Ben oui. Ben oui, c'est sûr que oui. Voyons, le gouvernement qui contrôle les médias, c'est capoté, là. Donc, il devient, on va dire, un gros actionnaire. La face, c'est que je suis allé voir le graphique au boursicote, là. On s'amuse. Le graphique de Cogeco, l'action est à peu près à 53 piastres présentement. Pas une bonne année, là. Ben, Cogeco, là, si tu mets le graphique, là, il ne faut pas t'en regarder le graphique sur 1 an, ni sur 2 ans, ni sur 5 ans. Mais aller plus loin un peu. À 53 piastres, là, l'action de Cogeco à 53 $, il faut reculer de 10 ans là, pour voir ça. L'action n'est pas très, très beau là, depuis... Mais qu'est-ce que ça dit sur nos gestionnaires de notre fonds de pension de s'en aller dans une compagnie qui est dans la marde depuis 5 ans au niveau de son actionnariat, de ses actions, en fait, de la valeur de ses actions? Qu'est-ce que ça dit sur nos grands dirigeants qui gèrent le fonds de pension des Québécois et des employés de l'État? C'est incroyable. Parce que personne n'embarque dans Cogeco. C'est un placement pour gérer le contenu et les idées diffusées en ondes. C'est aucunement économique, cette décision-là. Au contraire, il n'y a pas un chat qui embarque là-dedans. Je vous donne 5 000 $, je vous donne des possibilités X de mettre de l'argent quelque part. Le dernier choix que vous faites, c'est Cogeco. Regardez ça. Regardez le graphique de ça. C'est à vomir. Là. C'est sûr que le dividende est là, sauf que le pourcentage de dividende, quand l'action baisse, le montant de dividende, il a monté une petite affaire, mais l'affaire, c'est qu'eux autres, il faut qu'ils continuent à donner du dividende. Là. S'ils ne donnent pas de dividende, ça va lever les feuilles. Tout le monde est parti. Non, tout le monde est parti. Là. Ça va sortir comme des rats sur un bateau. Il faut que le dividende reste là. Ça, je pense, je connais pas ça. Là. Moi, je parle comme un boursicoteur, pas comme un gestionnaire. Je ne suis pas gestionnaire. Moi, je suis un boursicoteux. Eux autres, il faut qu'ils gardent absolument leur dividende. Sinon,
les rats vont sortir du bateau. Ça sera pas... Parce que le graphique n'est pas beau. Puis depuis 10 ans, le prix de l'action est au même prix qu'il y a 10 ans, à 53$ caboté. En parlant de caisse de dépôt, la caisse a de l'argent... La caisse a de l'argent un peu partout. OK, c'est normal, les investissements. Mais l'affaire, c'est que la caisse a de l'argent dans Lightspeed Commerce. Oh. Lightspeed Commerce. Oh, le concurrent de Shopify. Voilà. La gang de Montréal. Voilà, ça sont... On est sûr de Lightspeed? Okay, je m'en vais là. L'affaire, c'est que Lightspeed, c'est 3000 employés quand même. Ils sont basés, ça s'appelle le siège social. Siège social. Il est sur la rue Saint-Antoine à Montréal. Square, Shopify, Clover, et d'autres. Mais oui, Lightspeed, tu as les solutions de commerce dans le sens le site Internet transactionnel. Mais ils ont des systèmes de paiement. Wix aussi, qui est un gros joueur. Oui, ça, Wix aussi. Et aussi, l'affaire, c'est qu'ils ont des systèmes de paiement, justement. Tu peux avoir justement que le système de paiement. De paiement. Tu peux avoir une petite page web, mais tu peux avoir le service de paiement. Puis là, l'affaire, c'est que je suis tombé sur quelque chose. Je suis tombé sur quelque chose de spécial. Moi, j'ai jamais vu ça. Je ne sais pas si dans le domaine, c'est nouveau, mais moi, je vous fais un scénario. Okay? Il paraît que Lightspeed offre ce système-là aux États-Unis depuis peu. Mais ils ont commencé à l'offrir aussi en Europe. Je vous fais le scénario. C'est pour des petits commerces où souvent, c'est des petits restaurants ou du monde qui se partent en business. Quand tu te pars en business, tu n'as pas beaucoup de liquidité. Souvent, on s'entend-tu que l'argent est là. Ou ça fait un petit bout de temps que tu es en commerce puis tu manques de la liquidité. Je vous fais un scénario. C'est le scénario... pour que tout le monde comprenne. Moi, j'ai un petit restaurant et j'ai pas de fricot pour acheter du stock pour mon restaurant. Exemple, ça me prend de l'argent pour réparer mon frigidaire ou ça me prend de l'argent pour m'acheter une caisse de piment, une caisse de pâte à pizza puis de la sauce. Ça me prend parce que pour l'acheter, le stock, il faut que je le paye. Ça me prend de la liquidité. Ce qui se passe, c'est que Lightspeed, ils appellent ça Lightspeed Capital. C'est comme une division de Lightspeed. Lightspeed me passe de l'argent pour que j'achète du stock et eux autres, par la suite, sur chaque transaction, parce que moi, je fais affaire avec eux autres pour mes transactions. Quand vous payez votre carte de crédit puis vous payez avec votre carte de débit, tu utilises le système Lightspeed. À chaque fois que je fais une transaction, à chaque fois que le client fait une transaction, eux autres, ils se prennent une cote pour se repayer l'argent qu'ils m'ont prêté. Comprenez-vous mon affaire? Ils me prêtent de l'argent pour que j'achète du stock. Puis par la suite, moi, je repaye Lightspeed. C'est Lightspeed qui prend une cote, une tarification quotidienne sur mes ventes. Donc, à chaque fois que je vends ma pizza, mais en réalité, les clients payent. Mais Lightspeed, moi, j'ai emprunté 5 000 à Lightspeed. Puis Lightspeed, eux autres, ils se reprennent sur mes transactions. À chaque fois que je vends une pizza, il y a un montant d'argent qui retourne à Lightspeed avec un genre de mini... Les autres, ils n'appellent pas ça de l'intérêt. Là. Ils appellent ça une genre de petite tarification, si je peux dire. Donc, Lightspeed se repaye l'argent. Ils me payent de l'argent, autrement dit, pour vivre. Puis en utilisant leur système, j'ai trouvé ça spécial. Je ne sais pas si dans d'autres domaines, ça se fait pour les systèmes de paiement. Je ne le sais pas du tout. Mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment spécial. Donc, est-ce que ça amène une nouvelle clientèle à Lightspeed? Autrement dit, des petits commerces qui sont pognés à la gorge, qui ont besoin de liquidité. Ils disent, bien, je vais aller avec Lightspeed, ils vont me prêter de l'argent, puis à chaque fois que je vais vendre quelque chose, ils vont se repayer, ils vont se prendre une cote sur qu'est-ce que je vends. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres systèmes de paiement. Est-ce que le reste de Lightspeed va bien? C'est-tu quelque chose qui va pas pire ou c'est... Lightspeed, c'était fondé, Jeff, en 2005.
ils ont à peu près 820 millions de revenus, grosso modo. Mais la face, c'est une compagnie qui n'a pas de dette. Ils ont un peu d'argent, un peu pas mal d'argent. Le problème, c'est qu'ils ont perdu 980 millions l'année passée. Oh. La compagnie n'est pas rentable du tout. Zéro rentable. Zéro rentabilité présentement. T'sais, en 2019, parce qu'ils sont rentrés en bourse, eux autres, le IPO, sont rentrés dans le coin de 22 piastres à la bourse. En 2019, donc ça c'est quand même assez récent, leur IPO. Le haut, c'est pendant la folie COVID où le commerce électronique a comme explosé. Le monde était à la maison et commandait. Fait que le haut, c'est 160 piastres. Et en ce moment, le stock est à 22. Je répète, entrée en bourse en 2019, 22. Haut 160, présentement 22. Hein? Sont revenus au même prix que l'entrée en bourse en 2019. J'aimerais ça savoir, quand la caisse de dépôt a entré, combien ils ont payé l'action. Il y en a qui ont acheté à 160. Là. Il y en a que beaucoup de monde ont acheté en haut de 140, 150. Beaucoup de cages. C'est une grosse cage. Grosse cage à homard. C'est une voilà très pour le grosse cage. boursicoteur de l'édition de Radio Pirate Live. Si vous en voulez plus, allez vous inscrire sur radiopirate.com parce que vous pouvez avoir radiopirate.com, le Radio Pirate Prime, carrément gratuit pour 1 mois. Et vous allez avoir plus de boursicotage avec Jerry qu'on fait dans les prochaines secondes ici même sur Radio Pirate Prime. Taponne. Le stock taponne. Ça taponne. Ça taponne. 100% Jeff Fillion. Radiopirate.com. No commercials. No limits. No rules. Radiopirate.com. Le chum Joamel est avec nous autres. L'actualité est gentille pour nous, Jo. Ça nous amène du stock. Incroyable, des passes sur le tape constamment. C'est incroyable. Pas Par comme quoi dans tu la commences? garage. Oui, exact. Par quoi tu commences? Parce Par quoi commencer? Écoute, ouais, par quoi commencer? Fait devant moi, c'est incroyable. Parlons de PSPP, l'enfant chéri de la politique québécoise, l'enfant prodige. Écoute, est allé d'une déclaration, c'est pas la première fois qu'il parle de ça, et ce qui est drôle, c'est qu'il reprend exactement la même recette, les mêmes paroles que Justin Trudeau au sujet des surprofits, ça c'est toujours drôle, là, des surprofits des épiceries là, depuis 2-3 ans. Donc, premièrement, il faut rétablir les faits. Il y a pas, les épiceries font marginalement, ne font pas plus de profit qu'avant. Là. C'est sûr qu'en chiffre absolu, en chiffre nominal, ils font plus il y a plus de profit en dollars, mais quand tu regardes en proportion, c'est essentiellement la même chose. D'ailleurs, ça a été cité par notre ami The Food Professor, qu'on aime bien suivre sur Twitter. Donc ça, c'est abondamment démontré. Pourquoi? Aussi, c'est des compagnies publiques. Donc, les états financiers sont publics. On peut les auditer. On peut les regarder à chaque trimestre. Il n'y a rien qui démontre que les épiceries s'en mettent plein les poches là, aux dépens des consommateurs. Donc ça, c'est une affirmation quand même incroyable de PSPP. C'est du populisme, c'est vraiment du complotisme de gauche. Là. L'idée qu'il y aurait justement des méchants monsieur avec des monocles puis qui ressemblent un peu au monsieur, le bonhomme de Monopoly, là, qui sont cachés puis qui gèrent les épiceries comme une sorte d'oligarchie. C'est assez incroyable de voir. D'ailleurs, j'imagine un René Lévesque ou un Jacques Parizeau se retourner dans leur tombe quand ils voient le chef du PQ être aussi inculte économiquement. C'est incroyable. Est-ce que le terme qu'ils utilisent souvent aussi, oligopole, est-ce que ça... Parce que moi, je trouve que si on a... je vais prendre mon exemple que j'ai pris tantôt sur le Prime. Aldi, qui est la plus grande chaîne mondiale de vente d'aliments dans les supermarchés, qui est une chaîne allemande, s'est établi il y a 5-6 ans aux États-Unis, donc un peu partout. Il est allé chercher à peu près 10-12% des parts de marché. Et dans son expansion, Aldi a regardé pour s'établir au Canada. Je pense que ils sont peut-être à Toronto, je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais le Québec, ils ont regardé parce qu'Aldi tient les prix vraiment bas. Là. C'est quelqu'un qui dérange énormément le secteur de la vente de bouffe.
Mais Aldi a dit, le Québec, on ne regarde pas pour y aller parce que le Québec, bon, pas beaucoup de monde, pas beaucoup d'argent en jeu, mais surtout énormément de compétition. Donc, beaucoup de joueurs pour un marché si petit. Donc, sa réflexion sur les oligopoles, est-ce qu'il comprend le terme en parlant de oligopole? Ben, premièrement, c'est totalement faux, là. Et je pense que l'offre en épicerie, regarde juste sur une période de, mettons, 10, 15 ou même 20 ans. Il y a 20 ans, je pense pas qu'on pouvait faire quasiment son épicerie à la pharmacie, là. Moi, ça arrive, des fois, je ramasse, tu sais, il y a quasiment une épicerie dans la pharmacie. Ça, c'était pas le cas avant. Il y a les grandes surfaces comme Walmart et compagnie qui ont maintenant des offres assez étendues dans l'épicerie. Donc, je pense que, tu sais, objectivement, il y a quand même une compétition qui est là, ce qui pourrait en avoir plus toujours, j'imagine. Mais ce qui limite littéralement la compétition puis l'entrepreneuriat au Québec puis l'investissement, si PSPP veut vraiment s'attaquer à ce qui affecte justement le coût de la vie, c'est le poids réglementaire, c'est le poids fiscal, avec des règles débiles comme justement la taxe sur le carbone, la taxe sur l'essence, etc., etc. L'une des taxes sur les masses salariales les plus élevées du monde civilisé. C'est ça qui affecte la vie des Québécois à travers un entrepreneuriat qui a un poids sur les épaules qui est disproportionné comparé au reste de l'Amérique, là. Est-ce que, parce qu'on est tombé, c'est spécial dans son cas, on dirait qu'il y a eu une montée d'émotion. Il a traité Éric Duhem d'ignare. Est-ce que, vu qu'Éric Duhem est dans le Parti conservateur, de droite, etc., est-ce qu'il y a double standard dans le genre? Moi, ça me dérange pas, là. Cette utilisation-là me dérange pas, mais c'est juste que je sais comment pour y avoir été. Je sais que certains ont une licence de dire ce qu'ils veulent, puis l'intimidation, la diffamation, les règles ne sont pas les mêmes, dépendamment dans quel groupe que tu es. Mais c'est rare de voir un politicien attaquer un autre politicien qui est un chef de parti politique de cette manière-là. Je pense pas qu'il dirait ça de GND. Je pense pas qu'il dirait ça même de quelqu'un au Parti libéral. Là, on parle de tetou, de gens avec des comptes anonymes, avec des drapeaux de pirates. Il a été large un peu, là. Ouais, écoute, PSPP, c'est un petit peu élitiste là-dessus, là. C'est quand même assez incroyable. Venant de quelqu'un qui n'a probablement jamais vraiment fait grand-chose, là, si on regarde son track record. C'est assez incroyable de voir ça. D'ailleurs, je pense qu'Éric Duhem l'a piqué au vif avec son affirmation. Je pense le rapprochement avec Justin Trudeau et les libéraux, puis on peut faire avec ça un rapprochement avec la coalition informelle Bloc libéral, parce que dans le fond, maintenant, c'est les libéraux, c'est le Bloc québécois qui soutient directement les libéraux. Je pense que ça fait mal, parce que traditionnellement, l'ennemi juré des hashtags de crise de péquistes, c'est les libéraux. Ouais. Donc, de voir qu'ils disent exactement la même chose aussi, il faut rappeler, je cherchais un petit peu sur Internet, PSPP, c'est un grand allié de Mélanie Joly, là. PSPP a fait ses débuts publics avec Mélanie Joly. Donc, c'est quand même incroyable. On avait Mélanie Joly et PSPP sur la même scène. Ça, on parle quand même de 200 de QI combinés. Quand même quelque chose, là, sur la même scène. Donc, c'est quand même incroyable venant de quelqu'un qui a un passé qui est très proche des piliers du Parti libéral actuel. C'est vrai que c'est spécial. Ça sort pas. C'est drôle. Écoute, si on avait fouillé PSPP et le PQ comme on a fouillé le PCQ, là, ce gars-là serait à 5% actuellement dans les sondages. Oui. Le gars, là, qui... tu sais, moi, ça m'énerve de voir les politiciens qui se prennent comme du jour au lendemain, les défenseurs des consommateurs puis de l'argent dans les poches des citoyens, alors que probablement que les plus grands... Tu sais, lui, c'est double discours, comme on disait tantôt dans notre intervention de départ. C'est un gars qui appuie le monopole de la SAQ et des prix exorbitants. C'est quelqu'un qui appuie les prix exorbitants causés par le gouvernement, parce que je peux voir qu'ailleurs, avec le baril aux alentours de 70$, il y a du 90 cents, du 80 cents le litre ailleurs. On est à 1,58, 1,59 à mettre des places au Québec. Donc, lui, il semble pour ça, mais la minute que ça arrive, ça bouffe, ça change un peu son affaire. Mais de voir les politiciens s'intéresser à ça, je trouve ça toujours un peu louche. Je pense qu'ils utilisent, ils ont une stratégie de trouver l'ennemi pour finalement protéger leur politique, puis leurs règles, puis etc. Donc, pendant qu'ils trouvent un genre de moron quelque part sur lequel ils peuvent frapper, ils se protègent. Mais quand ils viennent à poser des questions, moi, excuse-moi, là, le gars du NPD, le gars de Montréal, le seul du NPD... Va t'asseoir, là, Alexandre Boulris. Si, bois. Moi, ça reste au PDG de
métro comme si c'était un moins que rien, puis après ça, va dénoncer son salaire. Hey, Alexandre Boulris, là, arrête. Là. Le ciboire, là. Moi, quand tu compares le salaire d'un PDG avec une caissière, c'est sûr que dans ma tête, tout allume. C'est marqué gros crise de cave. Et si jamais il y a une commission sérieuse, savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi l'inflation est si grande dans la bouffe au Québec comparativement au reste de l'Amérique, bien, sacrément, ça va être cette gang d'incompétents-là qui vont être en train de poser des questions. C'est ça, regarde, on verra jamais la lumière au bout du tunnel. Hey, parle-moi du scandale de P9 à Montréal, Écoute, le fameux SRB, qui est c'est une tragédie. Là. Ça fait plusieurs années, j'en parle de ça, puis on dirait que personne focusait là-dessus parce qu'on a toujours été, tu sais, le tramway et le REM accaparaient quand même pas mal tout l'espace médiatique et public sur l'histoire, sur la déchéance des grands projets de transport en commun. Mais le SRB P9, là, Jeff, le P9, tantôt on parlait du stade, tu sais, c'est le long... Oh oui, je connais très bien P9. Quand même une longue rue, là, sud-nord et nord-sud, là, dans l'est de Montréal. Ma grand-mère restait au coin de Rachel et Sherbrooke, donc je connais très bien. Tabarouette, t'as quand même des racines de... Pratiquement le plateau, en fait. Quasiment. Pas le plateau, mais la clique du plateau. Oui. Hey, t'aurais peut-être pu écrire Bonheur d'occasion, Jeff, avec... non, arrête, si je l'ai lu déjà, que je suis marqué de ça, là. Ça m'a marqué, ce livre-là. Chaque fois que je passe à côté de la petite maison, parce qu'elle est encore là, cette affaire-là... Tu penses à moi, hein? Oui, c'est ça. Mais je savais pas que le SRB avait juste 3 km. C'est toi qui me dis ça hier. Ben, c'est pas long, là. Écoute, faudrait que je recheck. Écoute, c'est pas très long, parce que c'est pas sur toute la longueur de P9. Mais ce qui est incroyable, Jeff, c'est que ça a été annoncé, ça, à l'époque de Gérald Tremblay. Rappelons, c'est quoi là, pour les auditeurs? Là? Le SRB, c'est comme une voie réservée dans le centre. Tu sais, à la base, moi, je suis pas totalement contre ça. Je veux dire, dans les faits, là, c'est pas quelque chose qui est extrêmement... Premièrement, ça pourrait être une voie réservée normale sans avoir une... Tu sais, c'est parce que comme une centrale, ça sépare, si tu veux, le boulevard en deux. Mais à la base, c'est un projet de transport collectif qui est moins invasif, disons, qu'un métro ou qu'un tramway. Le problème, c'est le prix que ça a coûté. Ben, c'est ça. Moi non plus, je suis pas contre, mais le prix pour une patente en béton avec de l'asphalte, c'est quoi l'histoire? Non, écoute, je reviens. Donc, c'était supposé coûter 150 millions. OK? Là, à date, on n'est pas loin de 750 millions de la facture. Puis, en plus de ça, EBC, c'est ça? Oui, c'est ça. EBC, le contracteur, poursuit la Ville de Montréal ou la STM ou le donneur d'ouvrage pour 72 millions parce qu'eux autres, quand ils ont commencé à creuser, se sont rendus compte que le sous-sol, les tuyaux, tout ça, c'était pas en tout comme la ville disait. Donc, c'est ça, là, le fling-flang québécois de l'infrastructure en général, puis des grands projets de transport en commun. On n'est pas capable de gérer une voie réservée d'autobus sur 2-3 km sans que ça augmente les coûts de 400 % puis que ça prenne 14 ans à réaliser. Ça, c'est la même gang, Jeff, qui veut gérer le climat d'une planète du système solaire à une échelle de variation de 1,5 degrés sur 100 ans. C'est la même gang. Ah, c'est incroyable. Là, j'ai compris que EBC, qui est une super compagnie en passant, impliquée dans tous les projets, un peu comme Pomerleau, impliquée partout au Québec sur tous les projets qu'il peut y avoir d'infrastructure. Eux autres, ils disaient, il y a des plans, on nous disait, il y a tel conduit. Finalement, la conduite n'était pas à bonne place. Quand ils ouvraient, ils trouvaient un autre conduite qui arrivait nulle part ou un égout qui était là, qui finalement, lui, fonctionnait, mais qui n'était jamais sur le plan. C'était bordélique à grandeur de même. Imagine-toi comment tout ce qu'on a, probablement, c'est ça à grandeur du réseau. Ben, non, c'est incroyable. Fucking même. Les villes en général, mais les villes québécoises, là, c'est le paradis du gaspillage puis du fling-flang. C'est incroyable. Là. Donc, c'est les gens qui nous font la morale sur les voitures, les émissions puis les feux d'artifice. Mais on a à peu près, comme je pense, c'est la moitié de notre eau potable qui s'écoule à travers les conduits qui ont 100 ans là, dans la terre. C'est un gaspillage de A à Z. C'est un gaspillage de fonds publics, on l'a vu. Regarde, d'ailleurs, il faut noter l'absence de Valérie Plante, puis je l'ai dit, c'est quand même quelque chose. Avec son petit épisode, je veux dire, on ne souhaite pas de malheur à personne, puis on espère que des gens soient en santé. Mais je veux dire, à partir du moment que tu as un petit événement comme il est arrivé, tu fais un point sur ta santé. Est-ce qu'elle a quelque chose de grave, oui ou non? Sinon, à un moment donné, après une semaine ou après quelques jours, la dame, la mairesse, est absente du budget, un budget important qui est impopulaire parce que hausse de taxes. Tu sais, les politiciens actuellement des villes et des provinces ont tendance, je pense, à se cacher. Et on dirait que ça fait un peu leur affaire pour éviter de faire face à la grogne. Là.
Ben oui, c'est ça. Sinon, si c'est plus grave, ben regarde, mets-toi sur la liste des blessés. Ben, qu'elle puis dise, on va- exactement. C'est ça. On souhaite le meilleur, mais c'est parce que tu peux pas. Écoute, ça a eu une baisse de pression. On partira pas un mois pour ça. Là. Je veux dire, c'est anecdotique pardon, comme événement. Là. Regarde, tu graphiques le sujet des taxes municipales. C'est quand même aberrant ce qu'on voit. Le Lac-Beauport, quasiment 10. Lévis, mené par un maire qui avait une bonne cote de popularité, qui allait en prendre une sincère, 7,7 Chicoutimi, Saguenay, 5,7 alors que il y a des gens qui ont voté contre et ont dit, ben oui, on a vu des listes de choses qu'on pourrait couper, puis finalement, ils ne couperont pas. Même chose dans plusieurs villes. On a vu la ville de Québec, 5 on a vu Montréal, on a vu Longueuil, on a vu... C'est un peu... je te dirais que... Moi, ce qui me fait capoter, c'est de voir que ces gens-là ont une possibilité de taxer de manière illimitée sans qu'il y ait un plafond nulle part. Le plafond devrait être relié directement à l'inflation. Puis encore là, quand l'inflation dépasse, mettons, 3,5, ben, tu dois justifier, puis tu dois montrer que tu as fait tout ce qu'il fallait faire pour essayer de ne pas augmenter les... Parce que, tu sais, les taxes, moi, je veux dire, si tu me dis sur ma tablette de chocolat, ma tablette de chocolat augmente de 5 OK. Elle coûtait 1,25, elle va coûter 1,35. Je vais vivre avec. Mais quand on parle de taxes municipales, on parle de taxes qui ont... On en parlait avec Denise de Beautiful un peu plus tôt. Les taxes sont passées de 2 000 $ souvent à 5 000, 6 000 $ depuis à peu près 1998-99, quand le fédéral a crissé dans le cours du provincial un paquet de transferts qu'il ne faisait plus, puis le provincial a chargé ça aux villes, etc., etc. Donc, c'est nous autres qui avons ramassé la facture. Et là, donc, quand on parle de 5, 6, 7, 8, 9 c'est pas 9 sur 2 000, c'est 9 sur un compte de 5 000, de 6 000. Ben oui. C'est énorme. Puis encore plus, je t'en rajoute une couche. D'ailleurs, ici, c'est très commun à Montréal. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à contester leur rôle d'évaluation, qui a augmenté drastiquement. Donc, tu te fais ramasser des deux bords. Et c'est assez incroyable. Et moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne pense pas qu'il devrait avoir de cap sur la taxation. Je veux dire, le cap, c'est l'électorat, dans le sens que... Puis dans le sens que si tu as un projet et tu veux taxer, puis tu es élu, puis le monde appuie ça, fine. Je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais d'ailleurs, je suis un peu en désaccord avec les réactions de beaucoup de gens sur la taxe sur l'immatriculation qui va être maintenant taxée par les villes. Moi, je veux dire, je ne suis pas d'accord avec cette taxe-là. Je ne pense pas qu'on devrait taxer sur l'immatriculation pour la simple et bonne raison, parce qu'on est abondamment taxé déjà. On est déjà imposé, on est déjà taxé sur l'essence, on est déjà taxé TPS TVQ. Mais le principe de la subsidiarité fait en sorte que si des maires communistes comme Bruno Marchand et Valérie Plante se mettent à taxer pour financer leur lubie, inévitablement, il y a un backlash politique qui va arriver, ils vont se faire mettre dehors. Actuellement, comment ça fonctionne, c'est que les villes reçoivent des allocations de Québec, comme ça a été le cas avec le climat, c'est 800 millions dans la dernière mise à jour économique. Et ça, on n'a pas de recours par rapport à ça. C'est un cash grab que les villes font toujours au provincial. Donc, si les villes se mettent à taxer directement les citoyens, je ne suis pas d'accord avec la taxe, là, comprenez-moi bien. Je ne suis pas d'accord sur le fond. Mais le principe fait en sorte que ça peut aider à mettre ces maires dehors, là. Puis c'est ça que ça prend. C'est très local comme initiative. Je suis d'accord, ton histoire de cap, que tu n'es pas d'accord avec moi, je suis d'accord aussi. Mais je suis d'accord aussi ce que tu viens de dire. Sauf que tu sais comme moi que tu sais qui vote au municipal. Les personnes âgées, les personnes de retraite, les personnes qui écoutent la TV. Les jeunes, tu vas me dire, c'est le problème, puis commencez à vous occuper de vos affaires. Le monde ne met pas les maires élus dehors. Ils ne mettent pas les administrations dehors quand ils gèrent mal, quand ils taxent trop. Pour une raison que je ne comprends pas. J'espère que ça va arriver là. J'espère que les gens vont réaliser que les maires du Québec en entier, en ce moment, sont des maires solidaires qui taxent avec plein de projets complètement farfelus. Mais j'ai encore des doutes. J'ai encore des doutes que les gens sortiront pas. Ils vont grogner, ils vont faire leur affaire. Ouais. Moi, j'ai toujours voté aux élections municipales, mais à chaque fois que je vais aux élections municipales, ça sent le coffre de cèdre, parce que c'est au mois de novembre, puis c'est là la première fois que les madames sortent leur manteau en raton laveur. Oui, ça sent le coffre de cèdre. Puis je me dis, calif, il n'y a pas de jeunes. Les jeunes payeurs de taxes sont pas là. Ben, espérons que, justement, ce qu'on voit actuellement, il y a un certain, je pense qu'il y a un certain backlash qu'on voit. Tu as vu l'histoire des pistes cyclables qui commencent à nuire à certains petits commerces locaux, là, des petits commerces locaux comme des cafés, des petites brasseries. Je veux dire, il y a des causes. Il y a des causes à ça. Là. Qui me racontait que...
je pense que c'est le fait justement de mettre des pistes cyclables l'hiver, ça avait enlevé des stationnements. Donc, je pense que c'est une pharmacie. Puis, beaucoup de personnes âgées qui se stationnaient juste en avant. Fait que c'est 15% de moins de revenus depuis que c'est le cas. Tu sais, c'est pas beaucoup. C'est 15% moins de revenus pour des business qui font des profits relativement stables. Ben, ça peut être la différence entre... Ben, sur Henri Bourassa, c'est en train de fermer un à la suite de l'autre à Montréal. Québec, sur Chemin Sainte-Foy, toutes les boutiques. C'est Chemin Sainte-Foy qu'on me parlait à Québec. Chemin Sainte-Foy à Québec, on a notre chum Doc Boucher, que sa fille a une bijouterie, puis elle est sur le bord de fermer parce que la piste cyclable a enlevé toute sa clientèle. Donc, et elle a parlé, elle a fait venir le maire dans la boutique. Et le maire, ça, c'est Chris Edel, le maire. Il lui fait une présence. Écoute, les pistes cyclables l'hiver, c'est une totale folie en passant. Là. Le vélo l'hiver, c'est. T'es un gars de vélo, là. Ben oui, mais je sors pas ça l'hiver, c'est fou, esti. Mais quand il se met à pleuvoir, j'en fais même pas quelque plus. Les pistes cyclables l'hiver, il faudrait faire l'échantillonnage de ça, là. C'est probablement même pas la moitié de 1%. L'utilisation marginale des pistes cyclables l'hiver versus le coût de déneiger, le coût d'opportunité est incroyable. Je veux dire, c'est complètement débile en tant que politique publique. Ça n'aurait jamais été accepté historiquement, ce genre de folie-là. On est vraiment géré par des maires cégepiens qui ont réussi à nous enfoncer ça dans la gorge. C'est incroyable. Il nous parle de 2000 cyclistes par jour pour les chiffres de Québec. C'est ce que j'ai lu, Jerry, je me trompe dessus? C'est impossible. C'est peut-être 2000 passages, mais sur l'ensemble de la ville, puis en proportion de l'utilisation du réseau routier au complet. Je crois zéro à ça, là. 2000 cyclistes. Je crois zéro à ça. Je me demande s'il y en a 2000 l'été, là. Hey, 2000, c'est du stock, là. C'est du monde. Hey, dernier point, Joe, le Mirage électrique, avec malgré toutes les subventions, on peut pas qu'à la faire. Puis je vais te dire que le F-150 Lightning est un beau pick-up. Puis je connais des gens qui en ont, qui l'aiment bien, sauf que la réalité les rattrape. Les gens, malgré l'aide du gouvernement fédéral de 7000 $ pour l'acheter, les pick-ups sont dans le cours des concessionnaires américains, puis là, ben, ils viennent de couper la production. Ben, écoute, allez sur Marketplace ou les autres sites d'annonces, vous allez voir beaucoup de F-150 Lightning à vendre. Je pense que ça fait la job pour des, tu sais, mettons, un entrepreneur qui reste en ville ou des gens, mais je pense que tu ne dois pas avoir beaucoup de tes chums entrepreneurs forestiers qui ont des F-150 Lightning qui vont dans le haut de Girardville puis sur la Côte-Nord. Hein? Ben non. C'est ça. C'est sûr que non. Non, exact. Non, c'est un pick-up de ville. Là. C'est un pick-up de ville. Je pense que ça a toujours été, je pense, l'utilisation des véhicules électriques. Ça a sa place. D'ailleurs, je le répète constamment, là, si vous allez ailleurs en Amérique, à part des Tesla, on ne voit pas grand-chose. La seule place en Amérique où on voit d'autres véhicules, comme beaucoup Hyundai, c'est au Québec. Et c'est pourquoi? C'est à cause de l'allocation de 12 000, la subvention de 12 000 $. Tu enlèves la subvention de 12 000, il y a, je pense, la moitié des véhicules qui ne se vendent plus ici. Oh, oui, c'est ça. C'est une industrie qui est à la base subventionnée. Je pense qu'on a vu un peu le pic de ça. Est-ce que ça va demeurer? Je pense que oui. Ça va pas augmenter nominalement. Ça va continuer d'augmenter nominalement. Mais on a probablement atteint un pic là, d'ailleurs, il y a un chiffre assez incroyable où je pense que c'est quelque chose comme 50% des acheteurs de véhicules électriques qui regrettent ou qui reconsidéraient leur choix. Parce que, tu sais, écoute, le pitch de vente de ça, c'est quand même un peu fallacieux. C'est quand même un petit peu frauduleux, là. On dit qu'il y a 500 km de range. Finalement, l'hiver, c'est comme 40% de ça. On dit de ne pas le charger à 50%. Pas à 100%, pardon. Donc, les chargeurs... Je peux-tu rajouter les hyperchargeurs qui sont supposés être hyperchargeurs qui ne sont pas connectés, exactement. Ben donc, oui. je pense que c'est un espèce de stratagème qui a été présenté. Puis, un coup que tu fais partie de ça, tu ne peux pas t'en sortir, là. Tu sais, si t'es pas satisfait chez Shell, tu peux aller ailleurs. Je veux dire, il y a un certain mécanicien, c'est pareil. Si t'es pas satisfait chez ton concessionnaire, tu peux aller chez... Je veux dire, il y a une infrastructure du véhicule à essence qui est quand même assez organiquement distribuée, qui fait en sorte que tu as du choix, tu sais. Mais j'ai hâte de voir où ça s'en va, mais personnellement, je suis assez sceptique sur la capacité de cette industrie-là de prendre de l'ampleur. Parce que c'est toujours la question... Moi, j'ai rien contre ça. Je veux dire, si vous en avez un, vous êtes satisfait, fine. Le problème, c'est que ça a toujours été présenté, Jeff, comme il va y avoir une transition exactement comme on est passé du flip phone au iPhone à l'intérieur de 3 ans. Ben non. Ça va pas arriver. Il n'y aura pas de transition, ça ne va pas arriver, puis il n'y aura pas des avions électriques non plus, puis il n'y aura pas des pelles mécaniques électriques non plus. Parce que c'est une réalité là, physique et thermodynamique. L'énergie renouvelable, entre guillemets, n'est pas capable de construire l'énergie renouvelable. Si vous voulez bâtir des centrales, des champs de panneaux solaires ou des éoliennes, mais ça prend des pelles au fuel, puis ça prend des trucks au fuel qui vont transporter puis construire ça.
J'ai essayé de suivre l'histoire de la COP28 avec la finalité de ce qu'ils ont signé, j'ai rien compris. Écoute, ça, premièrement, c'est quoi la... Ces gens-là sont redevables à qui? Là? Tu sais, on voyait l'espèce d'étudiante de Montréal là, dire qu'elle allait négocier. Andréane, la seule chose que tu vas négocier, c'est ta session de bail là, dans ta vie. Oui, c'est ça. T'as pas trop de leçons à nous donner. Faut revenir. Là, ils se sont entendus sur le phase-out du pétrole. Guys, ça va pas arriver. Là. C'est ça. Là. Ça va pas arriver. D'ailleurs, je le dis depuis des années, là, ça, c'est un bet économique sûr. Le fait que tout le monde regarde dans cette direction-là, alors que la réalité pointe dans une autre, tous les trades de clean energy, green tech, regardez juste des exemples locaux. Taiga Motors, je regardais les états financiers hier, accumulent l'inventaire, le cash qu'ils font, it's going to zero. Lyon Électrique, going to zero. Zero. Regarde, ça a été le cas avec différents manufacturiers. Est-ce que des grands... Parce que l'histoire, c'est qu'on nous a toujours présenté ça comme des futurs Tesla. Ah, ça va être le Tesla de la motoneige électrique. La réalité, c'est qu'il y en a juste un Tesla. C'est une exception. Ça va rester une niche dans le grand ordre des choses. Oui, c'est une grande compagnie. J'aime bien Elon Musk. J'aime Starlink et compagnie. Mais ça demeure quelque chose qui est quand même une niche. Puis ça ne va pas s'appliquer. D'ailleurs, c'est drôle comment ils sont revirés bout pour bout contre Elon Musk, qui est maintenant l'ennemi qui a reinstate Alex Jones sur Twitter. Oui. Quelle timeline incroyable! Je sais pas si tu as vu, Elon Musk fait des space, tu sais, le truc, une espèce de podcast live en direct sur X. Oui. Puis il y avait Alex Jones, Vivek Ramaswamy, qui est comme allé pisser live pendant le Spaces. Là. On entendait pisser. C'est quand même... Là, tu te demandes pourquoi que le monde ne regarde pas les médias traditionnels, mais le show est incroyable. Le show est ailleurs. Il y avait Andrew Tate aussi là-dessus. Je veux dire, c'est le meilleur show en ville. Là. My God! C'est incroyable. Imagine-toi. Non, Elon Musk est en train de... Je souhaite... Moi, je pense que, tu sais, dans l'histoire de Tesla, il y a beaucoup de modes. Donc, puis beaucoup de gens... tu sais, il y a des gens qui étaient des grands défenseurs de voitures électriques puis de leur Tesla, puis que finalement, sans trop le dire, tu te rends compte que la Tesla puis dans le cours, puis ça n'a rien à voir qu'ils n'ont pas aimé ou ils ont aimé le char, c'est juste que ça... Pour eux autres, l'électrique, finalement, ils se sont rendus compte que c'est trop compliqué puis ça ne fonctionne pas. Mais je souhaite que Elon Musk ne soit pas une mode passagère. J'espère que sa compagnie va toujours être on top. Parce que la minute que qu'une de ses compagnies va commencer à flancher, on sait ce qui va arriver. Là, ils vont frapper dessus comme ça se peut pas. Donc, je souhaite que ça marche encore parce que le gars, une chance qu'on l'a. Sérieux, incroyable. Là, c'est une des grandes surprises. Tu sais, je veux dire, on a vécu bien des choses dans les dernières années, mais on a quand même des surprises, des bonnes surprises, des choses qui sont réconfortantes dans la nature humaine. Puis Elon Musk, qui est quand même l'une des personnes les plus riches au monde, pourrait s'effondrer, devenir une espèce de Bill Gates patronizing qui vous dit de manger des graines puis pas polluer, entre guillemets. Ben, au contraire, là, c'est un gars qui est assez impressionnant puis qui est toujours divertissant. T'as raison, parce que habituellement, tu deviens riche, tu deviens très à gauche, puis tu donnes des leçons à tout le monde. La femme Steve Jobs avec son journal The Atlantic, etc., c'est toujours de même. Là, c'est très rare. On a quelqu'un qui est devenu milliardaire plusieurs fois, puis le gars nous crisse patience, puis il veut nous donner plus de liberté, puis plus de choix, puis plus d'entertainment. Yes, on l'aime. Thank you, Joe. Joe Hamel sur Twitter, si vous voulez avoir plus de Joe, et il sera avec nous autres la semaine prochaine. Le vestiaire dans quelques instants. Radiopirate.com Radio Pirate. Radiopirate.com Through the center zone for Montreal. The pass across. They score! Go, go, go! Wins it in overtime. Il dit, qu'est-ce qu'on va dire aux journalistes? J'ai dit, dis-leur ce que tu voudras, Chris. Moi, je crisse mon camp. Bon, ben, on garde toujours parce qu'on sait que le début est toujours plus populaire que vers la fin de n'importe quoi qu'on fait, un film, un livre, il y en a qui ne sentent pas jusqu'au bout. Donc, on met toujours le vestiaire à la fin, puis ça semble faire bien de la peine aux gars. Mais ils vont être capables de se relever de ça. Donc, mes deux fragiles sont là. Mais, il devait y avoir trois fragiles. Il devait avoir la star du jour, qui est toujours Jerry. Mais on devait avoir Les. Les a pogné la grippe, donc il est malade à la maison. Et on va se contenter de Dodu et de Max, qui sont là, nos deux fragiles, qui ont bien de la peine de ça, que je les mette là, il manque le plus fragile, on va se le dire. Là. Mais, oui.
Ben oui, c'est sûr. Ben Mais oui. tu sais, t'as vu, Jeff, moi, je me suis mis en mode un peu plus relax aujourd'hui. Parce que je suis tout le temps vraiment après, mais je sais qu'on n'a jamais le temps de jaser anyway. Puis là, en plus, on passe à la fin. J'ai dit, garde, attends un peu, là, assis-toi dans ton dossier, prends ton micro dans tes mains, relax un peu. Là. Les gens ils décrochent tous à la fin du podcast. J'ai regardé les écoutes, il n'y a plus personne qui écoute ça, ce show-là à la fin. On se force mais plus, je me pose man. la question, est-ce que c'est parce que vous êtes là ou c'est parce que c'est la fin? Je sais pas, là. Tu sais, faudrait faire une étude de marché pour voir, là, mais pour le peu qui reste, voici le vestiaire et voici Max et Dodd. Un jour, peut-être, les gars, vous allez être, les gens vont vous remarquer pareil, puis vous allez être invités à Poche Bleue. Là. Oh, OK. C'est commencé ce show-là? Ouais, c'est ça, là. Ouais. Max, t'as pas des potins, là, justement? Non, mais moi, sur la poche bleue, j'ai donné ma parole que j'ai arrêté un peu. Fait que, tu sais, j'embarque pas. Pourquoi? Qui t'a demandé ça? Qui t'a demandé d'arrêter de parler? Ah, c'est qui est cave. Non, t'es cave. Non, oui, je sais. Tu parles de toi à la troisième personne. Mais de toute façon, on est à la fin du podcast, il n'y a plus personne qui écoute. Non, mais moi, je pourrais te dire, je sais pas, je pense qu'on a fait le tour, puis j'ai parlé avec les gars de la poche bleue, j'ai parlé avec les deux gars, ils m'ont expliqué leurs points, ils m'ont expliqué où ce qui était, c'était quoi les conséquences de ça. Puis à un moment donné, je fais, hey les gars, c'est correct. T'sais, on a parlé, puis je pense que la nouvelle de la poche bleue, elle s'est arrêtée vendredi passé. C'est mon opinion à moi. C'est pas de la censure, c'est comme, j'en ai parlé au bout. Non, on avait fait le tour de ça. On a fait le tour, ouais. Puis j'ai regardé le nouveau podcast de Mike Ward hier, puis je veux dire, il y a des bouts, je sais pas si vous l'avez écouté, c'est avec lui qui fait Fugueuse, là, Jean-François Ruel. Il y a des bouts qui ressemblent à des bouts du podcast de La Poche Bleue, mais personne ne va en parler parce qu'ils l'ont pas retiré et ils l'ont mis en ligne. Tu sais, je pense que c'est un podcast qui donne accès ou droit à ce genre de vibe-là. Puis on a fait le tour, on a parlé pendant 3 semaines. Ah oui, il y a de la boisson. Ben oui, puis pour le vrai, tu sais, j'avais écouté des bouts après, parce qu'évidemment, il était disponible en ligne. C'est pas un secret pour personne, même s'il avait été supprimé. Là. Puis tu sais, honnêtement, c'était juste même pas drôle. Tu sais, des débordements. Oh oui. Si vous avez écouté, les gars, les podcasts de Mike Ward dans le passé, des débordements, il y en a déjà eu. Là. Il y a des années que les gars des grandes gueules, ça prenait un coup. Mais c'était drôle. Là, mais les années changent. Ils donnent un petit coup de doigt à ses testicules. Puis mais ils n'avaient pas compris. Mais je comprends ce que tu dis, sauf que tu peux pas savoir. Tu sais, des fois, 2 ans, on a l'impression que c'était hier. Mais au niveau de la cancellation puis de comment on est devenu prude, c'est pas 2 ans que se sont passés, c'est 100 ans. Donc, entre ce qu'on disait et on faisait il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, imaginez-vous ce qu'on faisait il y a 15 ans, 20 ans, ça n'a aucun sens comment on s'en va dans une direction de censure, puis de cancellation, puis que tout le monde est un peu... Parce que les gars ne veulent pas, ils vont être... la manière qu'eux vont se comporter, les deux boys, il y a un changement, là. Puis... Moi, j'ai pas écouté vraiment La Poche Bleue, là, mais j'entends des bons commentaires. Les gens aiment La Poche Bleue, ils aiment les gars. Je parlais avec quelqu'un au football cette semaine qui est un grand chum, Éric Bélanger. Je disais, comment est-ce que va Éric? Es-tu de bonne humeur? Je savais qu'Éric a eu des temps un petit peu difficiles après son histoire de hockey à Drummond, je pense, quand Philippe est parti. Puis Éric, d'ailleurs, reste à Trois-Rivières en passant de Duc, t'es Trois-Rivières. Puis Éric, il a décidé de prendre un peu sa retraite. Il s'est enlevé du coaching. On sait qu'il coachait, entre autres, l'équipe de la East Coast, puis ça s'était organisé tout croche de ce que je comprends avec Marc-André Bergeron. Puis par après, il est allé avec Phil. Mon Phil a perdu sa job ou il est parti, etc. Puis ça a mal viré. Puis il a décidé de prendre un break de coaching. Puis il a assez d'argent pour être un genre de rentier. Et il dit qu'il fait La Poche Bleue pour le fun avec les chums. Puis il dit, sérieusement, il adore ça. Ça lui fait du bien parce qu'Éric a eu une passe difficile au niveau de... Tu sais, il était pas bien, il filait pas... Puis là, ben regarde, il est très heureux. Puis entre autres, dans ses affaires qu'il aime, c'est d'aller jaser avec les boys de La Poche Bleue. Donc, les gars vont en prendre de ça. Ils savent que maintenant, ils ne sont plus juste des joueurs de hockey, ils sont des podcasters, ils sont dans un milieu qui est plus contrôlé qu'avant. Puis d'après moi, ils vont juste apprendre de ça. Ils vont juste... La seule affaire, Jeff... Plus l'air qu'au début, Jeff. Là, parce que, au début, quand ils ont parti ça, là, les gars, là, c'était une saoulerie. Là, moi, j'écoutais les premiers épisodes sur YouTube. Ouais. Puis je veux dire... Il faisait le show, puis là, il faisait un genre d'après-show où là, c'est le premier podcast, ils l'ont dit souvent, là, c'était un genre de live Instagram, puis ça avait dérapé solide, mais personne ne les connaissait. Non, mais c'était la COVID de Dieu. On était chez nous, puis le monde, il chialait plus pour que la sac reste ouverte que pour que les écoles ouvrent pour nos kids. Là. Je veux dire, on était une société qui se réfugiait d'en boire. Fait que là, on voyait du monde connu qui ont joué pour le Canadien, qui prennent une brosse en ondes, puis on... mais tu sais, ce que je te dis, c'est que ça vient... Ben là, il y a eu l'achat, mais ça vient de la popularité. Genre, je suis sûr qu'il y a des gars sur Internet qui ont 45 views, qui font des estis d'affaires par rapport, là, mais il n'y a personne qui en parle parce que
personne qui est connu. Mais les gars sont drôles, tu sais. J'ai dit qu'on parlait pas de la poche bleue, c'est drôle, on fait un topo sur la poche bleue. Les gars sont drôles. Puis la première heure avec Mike Ward, c'est très drôle. Là. J'ai eu 3-4 fous rires. Tu sais, c'est rare que tu as quasiment des larmes aujourd'hui à rire de quelque chose. C'est drôle. C'est comme la 11e, puis la 12e, puis la 13e consommation qui était trop. Puis là, j'espère que dans leur podcast, ils vont pas rester à tout le temps zéro. Je veux dire, du calcul n'a pas à s'associer avec la poche bleue. Là. Et ils peuvent en prendre une coupe de verre. Là. C'est zéro boisson, lui. Oui, lui, c'est zéro boisson. C'est zéro fun. C'est Sachi. Écoute, moi, je suis pour que les gars... C'est difficile à dire, Jerry, excuse-moi. C'est très difficile. Mais moi, la prémisse, c'est dans une société normale, les gars font ce qu'ils veulent. Puis la cancellation n'existe pas. Mais où on est rendu, là, c'est... tu sais, je veux dire, veux pas, là, le spotlight est plus sur eux autres. Donc là, ils vont pouvoir en prendre, mais il va falloir qu'ils fassent très attention. Il va falloir qu'ils... parce que là, le next one, c'est... Tu sais comment ça marche, là? Il y a une genre... OK, on vient de t'avertir, tu viens de perdre un annonceur, etc. Next time, il n'y a plus de pardon. C'est le même aujourd'hui. C'est plate de même. Mais tant mieux pour Éric Bélanger, Jeff, juste te dire que tu disais, parce que, tu sais, le gars, puis il est intéressant, ils ont des capsules, tu sais, la taverne, ils essayent de refaire un peu le 110% du temps. Je vais passer ça sur Instagram, puis tout. Puis, tu sais, Éric Bélanger, il a même fait 12 millions dans sa carrière NHL. Fait qu'il, tu sais, s'il est à cette étape-là, le gars a 45 ans, avec du fun, puis oui, donc. Mais je savais que son frère restait à Trois-Rivières, Jeff, mais je savais pas que lui était là. C'est pas ça. Qu'il était à Lévis. C'est pour ça qu'il est à Trois-Rivières. Il est allé retrouver son frère. Parce que c'est un gars originaire de Sherbrooke qui est resté à Québec parce que sa femme était de Québec avant qu'il se sépare, avant qu'il divorce. Là, il y a une nouvelle blonde. Il est à Trois-Rivières. Je pense son membre au Kiwi-Teb. J'étais justement avec son chum avec qui il joue au golf. Il dit, ben, bonne humeur. Moi, Eric, je l'ai connu quand il était très cocky. Il jouait dans les ligues d'été, puis dans des tournois de nuit, puis des patentes de même pendant le local. Je connais Eric depuis longtemps. Puis, non, je suis content de savoir qu'il est... C'est un bon yard. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui l'aime, là. Quand t'es cocky de même, c'est pas tout le monde qui aime Éric Bélanger, mais Éric Bélanger, rappelez-vous la série Washington-Montréal, les dents pétées puis tout, Éric Bélanger, s'il décide qu'il s'en va à la guerre, s'en va à la guerre. Là. Bon, oui. C'est un bon yard. Ça y avait coûté quelques milliers de dollars en dents. Hein? Il n'y en avait plus beaucoup qui restaient. Mais c'était l'enfer. Pendant de ça, Washington déménage à Alexandria, donc il quitte le centre-ville parce que veut pas. Bon, qu'est-ce qui a fait que le Washington est revenu une équipe importante au niveau des ascendants? C'est-tu Ovechkin avec tout le groupe que McPhee a bâti, mais en même temps, on avait parti de Landover en 97-98 pour s'en aller vers le centre-ville. Le métro est à côté tout. Là, les centres-villes de toutes les villes deviennent un peu plus dangereux parce que les villes, c'est des villes. Et là, ils s'en vont à Alexandria, une place où il y a beaucoup d'argent, donc juste au bord de la rivière. Puis j'ai hâte de voir. Les deux équipes s'en vont là, mais d'après moi, c'est un trend qui risque de se reproduire un peu ailleurs. Ah, puis Alexandria, c'est 5,2 millions. Là. Ils s'en vont pas juste en banlieue. C'est pas comme si le Canadien s'en allait à Valleyfield. Là. Ils s'en vont dans une ville qui a du monde. Moi, ce qui m'a frappé dans ça, c'est que ça fait 6 mois qu'on entend la rumeur comme quoi ils pourraient aller à Alexandria, en Virginie. Puis là, t'entends rien, t'entends pas de négo. Là, hier, on annonce le point de presse d'aujourd'hui. Puis là, par pur hasard, la ville de Washington sort. On est prêt à offrir 500 millions. On a offert 500 millions pour garder l'équipe. Ça faisait comme, je sais pas, c'est comme tu étais late dans les négociations. Tu étais où dans les 6 derniers mois, ville de Washington? Tu voulais-tu vraiment la garder ou là, tu sors pour protéger ton image puis dire que tu les as pas laissés partir? Moi, c'est plus ce côté-là que j'ai trouvé bizarre. Après ça, c'est une équipe qui va garder le même fanbase, qui est à la même place, avec les mêmes abonnés de saison. C'est 6 000 max, là. Fait que c'est pas, ils s'en vont pas... C'est pas comme si le Canadien de Montréal s'en allait jouer à Saint-Hyacinthe. Là. C'est 6 000. C'est 12 minutes, pas de trafic, 20 avec trafic. Là. Le développement, c'est ça. Oui, mais à Washington, pas de trafic, ça n'existe pas. Là. Ça, je peux vous le dire. Ouais, alors, ils n'ont pas de tramway. En tramway, c'est combien de temps là-bas? Je sais pas que. Je connais pas le métro en détail. Je suis même pas sûr que le métro s'en va l'autre bord. Donc, ça, je sais pas. Mais tu sais, il y avait beaucoup de fans du Wizard puis des Capitals qui avaient leur billet de saison puis qui restaient. Tu sais, il y a des gens qui restent au centre-ville. Là, donc, est-ce qu'eux autres vont le faire? Est-ce qu'ils vont commuter vers la place à l'extérieur? Ça, je ne sais pas. Mais écoute, moi, je pense que c'est inévitable. Tu sais, les équipes fuient. Puis après ça, c'est de faire les bons choix. Tu as plein d'offres. T'sais, quelle banlieue tu prends? Est-ce que tu prends celle en développement? Tu prends celle qui est établie? La crowd est composée de quoi? Elle gagne combien? Etc. Moi, je pense que pour la région de Washington, le choix d'Alexandra, c'est le meilleur.
Mais les autres qui vont le faire, là, c'est peut-être pas toujours... Tu vas me parler des Coyotes tantôt. Les Coyotes, les problèmes des Coyotes sont arrivés quand ils ont choisi de s'en aller à Glendale. Glendale, au lieu de dire, on va s'établir juste au coin de telle autoroute, on va être sur le coin de Scottsdale Road, on va être à Scottsdale, ou encore on reste à Tempe, on va rester dans le milieu de l'université, on va être pas loin du centre-ville, etc. On va être pas loin de la loupe également, de l'autoroute. Quand ils ont choisi de s'en aller complètement à l'extérieur, dans une ville qui, avant 2008, était prévue pour devenir le nouveau Scottsdale. D'ailleurs, le stade de football était bâti là aussi. Mais ils se sont trompés, ils se sont fourrés. Puis je te dirais, d'une certaine manière, les Panthers de la Floride, quand ils ont fait le move du Miami Arena en s'en allant vers Sunrise, complètement à côté, ces Everglades, ça prend toute une équipe de hockey pour attirer du monde là. Mais regarde les sénateurs, plus proches de nous, les sénateurs qui, eux autres, veulent revenir dans le centre-ville parce qu'ils sont allés trop loin. Les Coyotes viennent de se faire donner un ultimatum avant la fin du mois de janvier. Ça, c'est demain matin. Là. C'est dans 40 jours. Il faut que les Coyotes aient déposé un plan sérieux à la LNH. Sinon, ils vont regarder les options de déménager ailleurs, de vendre la concession à une autre ville. Puis on entend toutes les villes sauf Québec. Là, on ne reviendra pas là. Mais sortir de ton centre-ville, je comprends ce que tu dis, Jeff, mais c'est un risque à un certain point pour certaines équipes. Là, Alexandria, c'est quand même 5-6 millions de personnes. Mais je viens de regarder, tu as raison. Transport en commun, c'est 1 heure. 1 heure Arena pour Washington vers Alexandria. Fait que t'as raison, transport en commun, on oublie ça. Fait que c'est en auto. Mais il y a des options. Il y a du monde qui allonge du cash. T'sais, les Coyotes, vont-tu trouver quelqu'un? Je ne sais pas, mais on regarde ici. Là. Fait juste... Ouais, puis la différence, c'est que c'est vraiment, ça vient du propriétaire dans ce cas-ci. Là. Ouais. Tu sais, Coyote, il y a beaucoup des histoires de villes qui étaient incluses, puis là, la ville de ci, puis là, la ville de ça. Leur plus récent projet, là, ça a été refusé par la ville, les gars, la Phoenix, là, les Coyotes. Là. Fait que là, tu as le propriétaire d'un club, puis oui, c'est un peu le même principe, Jeff, que Glendale, dans le sens où Potomac Yard, là, cette place-là, c'est pas développé zéro. Là. Non, c'est un champ. Ils vont bâtir ce qu'ils appellent un Entertainment District, puis les plans sont incroyables, mais ça reste un peu une histoire de build it and they will come. Là, c'est ça, c'est un 3D. Ben c'est ça, puis c'est comme, il n'y a rien là, mais on mise sur le fait que c'est à 6 000, que Max, comme tu as dit, il y a beaucoup de population. Il y a beaucoup d'argent aussi, disons-le. Là. Je veux dire, la moyenne des salaires autour de DC, c'est tout très, très élevé. Tu sais, ces coins-là, DC, tu as Alexandria, Georgetown, c'est ça, c'est Georgetown? Ces endroits-là, il y a de gros salaires dans la région de oui, tu as Amazon qui vient de s'installer à Arlington, à côté. C'est juste à côté d'Alexandria. Là. Puis c'est le projet... C'est la phase 1 de Amazon qui s'installe là. Il y a d'autres phases. Ça s'appelle, je ne sais pas trop, ça a un nom, là, Metropolitan Park, là, je ne sais pas trop. Là. Donc, il y a du monde dans ce coin-là. Là, c'est un move, je pense, du futur. C'est un move, c'est un move de business. Au final, c'est ça. Qui c'est qui a décidé de mettre l'aréna où elle est à Québec? C'est-tu un businessman qui a dit ça, c'est une bonne idée? Ben non, il n'y a pas un businessman qui met l'aréna là. Bon, ben c'est exactement. Fait que là, tu as un propriétaire de double équipe de sport majeur aux États-Unis qui dit, moi, je m'en vais là, puis je bâtis tout ça. J'ai plus espoir que ça marche que quelqu'un de politicos qui dit, on va mettre l'aréna au Glendale, on a un spot, là, nanana, avec les maires de la ville puis les conseillers. Pas une bonne idée. Les Panthers, c'est ça un peu. Là. C'est ça qui est arrivé avec... je pense que c'était Wayne Huizenga encore qui était peut-être propriétaire à ce moment-là quand ils ont décidé de faire le move. Mais, tu sais, on donne tel montant pour bâtir l'aréna, puis on la met par contre à la place qu'on veut parce qu'on veut que le centre d'achat ait un paquet d'affaires. Et finalement, c'est peut-être pas jamais moi, la j'aille pas ça, idées. c'est plus proche pour moi. Oui, je sais. Mais là, j'ai pas besoin de m'en aller dans la marde là-bas. Je vous écoute parler, là. Il y a des projets partout. Il y en a partout, là. Et Washington, là, vous me parlez des Coyotes, là. Tu me parlais de comment ça a déménagé en Floride. Moi, je ramène ça à mon Québec. Moi, le projet que je vois ce matin, puis vous le savez, je suis un fan du CF Montréal, c'est le Stade olympique. Là, juste remettre ça en contexte, là. Le CF Montréal joue au Stade Saputo. Le Stade Saputo ne peut pas avoir des matchs quand il fait froid parce que les tuyaux gèlent. C'est pas fait pour être opérable durant l'hiver, durant les saisons froides, comme celui à Toronto et ailleurs. Puis là, on veut régler ça. Tu me surprends, moi, t'as peu, là. Avec tout le... Moi, je me suis intéressé à ce qui se passe à Dubaï. Puis là, ça gèle en avril. Je serais surpris de ça. Là. Moi, c'est pas ce qu'on me dit. Là. C'est le mois d'avril et le mois d'avril 2004 est le mois le plus chaud de l'histoire. Ben, une couple d'années je peux te le dire à l'avance. Oui. Je 2024, à l'avance. 2024, c'est ça, là. Ça va être les mois les plus chauds de l'histoire. Ah oui, le match d'ouverture dans quelques années va pouvoir être au mois de février, d'après moi. Exact. On n'a plus besoin de stade olympique. On n'a plus besoin de stade olympique.
On regarde l'hiver pourquoi? On n'a plus besoin de toit. Enlevons le toit. Faisons ça. Il n'y a plus d'hiver. Hey, j'arrête ça dépend, là. Ça dépend. Il y a de la sécheresse. Max, il est tanné de l'esprit de bottine. Il veut changer de sujet déjà. Non, mais je reviens. Attendez, là, je pense que vous n'avez pas compris où je vais. Là. Le stade Saputo, il y a des problèmes de toilettes. Il y a des problèmes d'à peu près tout là, dans ce stade-là. Puis on veut le rénover, mais on ne peut pas parce que pendant 1 ou 2 saisons, le CF Montréal va être obligé de jouer ailleurs. Là, ce qu'on nous a dit quand les journalistes étaient présents au point de presse et qu'on a lu les documents, on nous a dit on va être obligé de jouer 1 saison ou 2 au stade olympique. Fait qu'on met sur la glace le projet de rénover le stade Saputo. Là, on se réveille 1 mois plus tard, hier soir, ce matin, on voit que le stade olympique doit fermer pour plusieurs mois, durée indéterminée, parce qu'on veut tester la structure. Puis là, le CF Montréal n'a pas vraiment de stade. Et là, on veut tester la structure, puis c'est écrit en tout petit, là. On veut mettre un nouvel anneau. Vous avez vu la nouvelle? Ça risque de coûter 750 millions de réparation. Puis il n'y a pas personne qui chiale. C'est quasiment 1 milliard pour un anneau technique dans le foutu stade olympique. Je suis à terre. Comment ça, comme société, on n'investit pas à des meilleures places? Pour vrai, moi, j'aime ça, là, le divertissement, le spectacle, les équipes, etc. J'en ai parlé tantôt dans le Prime. On va dire pourquoi. Parce que là, ils sont fourrés. Il n'y a pas grand place à la terre où démolir un aréna ou un stade, ça coûte plus cher qu'en bâtir un. Mais moi, je l'ai trouvé une. Oh non, arrête. Ben, si tu prends le stade, prenons pas celui du SoFi Stadium parce qu'il est sur une terre qui coûtait un prix de fou. Prenons le projet des Cowboys, qui est le premier stade à coûter 1 milliard de dollars. OK? 1 milliard, mets ça en argent d'aujourd'hui, ça donne peut-être 1 milliard, même avec l'inflation, mets ça à 1 milliard 250 millions. OK, on va s'entendre pour ça. Si tu démolis le stade olympique au Québec, c'est 1 milliard. En fait, le vrai chiffre, c'est 900 millions de dollars. On n'a même plus le moyen de démolir chez nous. Ben non. Oui, mais au moins, si tu le démolis, tu peux peut-être faire de quoi après? Tu vas revendre tes terrains, tu vas bâtir de quoi? Des condos, on n'a pas assez de condos. Si tu me dis que tu démolis un stade puis ça te coûte 900 millions de démolir un stade, je te traite de cave pendant 100 ans. Mais Jeff, 750 millions, remettre un anneau technique puis un toit sur un stade qui n'est pas utilisé. C'est 1 milliard. Je trouve pas ça plus brillant. Je trouve pas ça plus brillant. Même au contraire, je vais te dire, moi, c'est pas compliqué. Moi, je le donnerais au Hamas. Moi, je dirais au Hamas, on vous donne le stade. On se trouve un sous-contractant. Ouais. Au Hamas ou à l'armée israélienne, tu sais. L'armée, venez pratiquer au stade olympique. Yes. Venez pratiquer, puis après ça, ben, on ramasse ça dans 50 ans. On peut ramasser les obus qui est dans le fond du fleuve aussi. Parce qu'on n'a pas besoin de rien, là, en passant. Là. On s'entend qu'on n'a pas besoin de stade de baseball, on n'a pas besoin de... Tu sais, c'est 1 ou 2 matchs. Je comprends ton histoire de rénover l'autre stade, là. Mais le stade olympique, pourquoi on mettrait 1 milliard dedans si on n'a pas d'activité dedans jamais? Il y a des Bigfoot une fois par année. Là. Il y a des trucks une fois par année qui sautent sur du sable. Là. Ouais. Je sais pas si vous avez vu le 3D du nouveau stade des Titans du Tennessee. Ça fait quand même plusieurs fois. Je vais à Nashville cette année pour le travail. Là. Puis là, ça parle juste de ça. Ça va être 2 milliards le stade, là, mais il est couvert. Là. 60 000 places couvertes avec un méga développement de quartier. Là, si ça coûte 1 milliard, je te donne un mandat. Mettez la clé dans la porte. Je te donne un mandat. Tu sais qu'il est l'autre bord. Hein? Il est l'autre bord. Il est dans le parking. Ouais, il est dans le parking. J'aimerais ça savoir si dans le 2 milliards, il y a le coût de déconstruction du stade qui va être le nouveau parking. C'est une excellente question, mais j'imagine que oui. Je pense qu'il est dans le prix. De ce que je me rappelle, quand ils l'ont annoncé, si je me souviens bien, c'est dans le prix du stade. Je suis pas mal sûr que oui. Mais je vais essayer de te trouver ça, Jeff. Ça ferait une belle piste cyclable tournant en rond. À Montréal, on aime ça, les pistes cyclables, genre un gros rond là, sans arrêt à la place un gros du stade. vélodrome. C'est parfait, ça. Ouais, un vélodrome. C'est parfait, ça. Non, avec une couple de logements sociaux. Là. Non, mais dis-toi une affaire, là. Il y a un gars, il dit, on faut changer l'anneau, on n'a pas le choix, il faut mettre un nouveau câble, il faut mettre un toit. OK, parfait. Comment ça coûte? 1 milliard. Ben, 750, mais peut-être si ça dérape, on sait que ça va coûter 1 milliard. Ça va coûter 1 milliard. Le gars, il dit, ben oui, c'est une bonne idée, là. Ben, moi, j'aime ça. Un beau stade, j'ai de beaux souvenirs, monsieur Taillibert, puis le stade, les Olympiques, les Expos, Gary Carter. Voyons donc, je veux dire, qui dit, ouais, c'est une bonne idée, ça. 1 milliard. Mais Jeff, c'est 100 fois plus cher que faire venir les Kings à Québec, OK?
Je le sais. Mais les Kings, ça a capoté raide. Tout le monde était fou. Puis le stade, c'est 100 fois plus cher. Puis il n'y a personne qui jappe. C'est le même. Regarde, les gens sont venus en crise. On avait toutes les raisons du monde d'haïr François Legault et la CAQ. Ils ont réélu 94 députés. 9 mois plus tard, pour une histoire... Moi l'histoire du troisième lien, je ne jette pas. Là. Oui, un peu, ils ont dit, regarde, le bonhomme, il ment, finalement. Mais la vraie histoire, c'est l'histoire des Kings. Semblerait que c'est l'histoire des Kings. Le monde est le même, man. Je sais pas quoi dire. Le monde est comme ça. Il y a des affaires. Le monde meurt à l'urgence sans être vu, ça ne dérange personne. Le stade olympique n'a aucun billet en revente pour aucun événement. Sur les sites 514 billets, billets.ca, etc. Il n'y a rien qui se passe au stade olympique. C'est fini. On ne peut pas mettre 1 milliard là-dedans. Jeff Dodu, Jerry, Ghislain, le monde dans la maison, dans le char. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Le coût de démolition du Nissan Stadium, qui est le vieux, là, qui va sûrement s'appeler pareil, le nouveau, mais c'est inclus dans le 2,1 milliard, Jeff. Voilà. Fait qu'il est inclus dedans. Là. Alléluia. C'est plate, ça soit à la fin du podcast. C'est le meilleur bout du show. Moi, si vous me dites, on fait un stade, puis il est multipolyvalent, on va avoir des spectacles dedans, puis quand il y a des bands qui viennent, 80 000 personnes, le son va être bon. Si on a une équipe de baseball, il est transformable. Je sais que c'est bien dur de faire les deux dans le même. Je comprends. Là. Mais tu sais, au Québec, on ne peut pas avoir 2 stades différents. On n'a pas le moyen de ça. Là. Si tu me dis, puis, il n'est pas à bonne place. Là, il est quand même un coin un peu douteux. Là. L'autre bout de la ville. Mais si tu me dis, on le remplace, puis ça va coûter 2 milliards pour avoir un stade, puis si jamais il y a une possibilité d'avoir une équipe de la NFL, je sais pas, faites-moi rêver quelque chose. Zéro. Tu rêves, mais non, reviens. Non, mais j'aime mieux mettre 2 milliards sur quelque chose de neuf que mettre 1 milliard sur quelque chose qui a été bâti en 1970. Taylor Swift, elle va venir dans ce stade-là jouer, là. Peut-être. Parce que c'est comme le centre Vidéotron et les Nordiques vont venir. Ils sont jamais venus. Si on met 2 milliards puis ce stade-là il est bâti, on fait un podcast dans 7 ans puis on dit ça n'a pas de crise de sens d'avoir mis 2 milliards. Non, mais c'est parce que le point, Max, c'est que tu vas mettre un pour mettre une toile. C'est ça. Non, mais rien, ni un ni l'autre. Démoli, fais des choses là-dessus. Faites un 3e biodôme, je ne sais pas. Mais non, mais tu peux même pas. Même le démolir, c'est 1 milliard. Fait que si tu veux faire. Mais arrête, c'est comme au poker. Retire tes cartes, un 2 et un 7 dans tes mains. Va-t'en, bye. Je comprends. T'as raison. Si on ne parle pas du stade, on n'a pas de stade. OK? Non, exact. Si tu me dis, on met 2 milliards pour un stade, pas d'équipe, pas d'événement, je te dis, es-tu malade dans la tête, sacrament? J'ai pas moins de 7 ans. Métro-Vio, là, avec plein de réparations puis tout, et encore moins. Je te le dis là. Je te le dis tout de suite que ça n'a pas de rapport. Mais si tu me dis que tu mets 1 milliard sur un stade bâti, que quand tu pars de la plate, que tu t'en vas en haut à tel niveau chercher des hot dogs, tu as 2 kilomètres de pente. OK? Puis que ce stade-là doit être rénové au coût d'1 milliard. Moi, ce que je te dis, mets un autre milliard. Puis fais-en un nouveau complètement tant qu'à être cave de même. T'es mieux d'être cave de même que d'être cave comme ça. C'est ça que je veux dire. T'as 2 projets de cave, mais celui de 2 milliards est plus brillant que celui de 1. Ouais. C'est comme je te faisais, t'as pas le choix, Lanel. T'es obligé d'inviter François Legault ou Geneviève Guilbeault. T'invites qui? Ouais, c'est comme une question de même. Le sage, on va écouter le sage. Et pas Eric. On va écouter Jerry. Jerry, tu peux briser. Je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que tu comprends ma proposition? Deux propositions de cave, mais une coûte 1 milliard de plus, mais c'est elle que je prends. Moi, je prends le 9. Moi, je prends le stade 9. Ça, c'est sûr. Là. Moi, je ne mets pas 1 milliard dans le stade olympique. Là. Oubliez ça. Là. Oubliez ça. Là. Le stade, il est... Tu sais... Tu te fais crosser une fois, tu peux pas te faire crosser 2 fois. À un moment donné, on se fait crosser puis crosser. Je comprends dans le temps. Là. Mais le fond de l'histoire là-dedans, là, c'est quand les politicos s'en mêlent, ça fait toujours de la crise de mort. Voilà. Quand ils ont présenté, là, tu vas dire, ouais, mais c'est le passé, on peut pas rien faire. Non, mais il faut se servir du passé pour l'avenir. Quand un bonhomme français, les cheveux crêpés dans les airs, te présente un projet de stade avec une patente en toile sur le dessus puis des câbles. C'est un Français, là. Il débarque ici, là. Oui, il est au Québec, là. Le gars, il a une toile en Kevlar avec des câbles, asti. Les politicos, ils ont dit quoi, là? Hey, c'est normal le fun, cette histoire-là. Non. On paye, asti, tu vas nous faire un stade, Chris, qui a du sens. Ouais, mais ça, c'est... Faut laisser l'art. Faut laisser l'architecte travailler. Non, tabarnak.
Puis quand tu payes 2 millions pour une œuvre là, parce qu'on paye des œuvres, là, il y a une nouvelle bâtisse, il faut mettre une œuvre. Moi, je veux parler à l'artiste. Montre-moi ton projet. Une esti de patente croche bizarre. Non, esti, c'est pas ça qu'on va mettre dans l'avant. Tu vas nous faire quelque chose qui a de l'allure. Mais Jerry, t'es pas Une bon. œuvre d'art, d'habitude, ça apprécie dans le temps, puis ça te coûte pas 1 milliard après 30 ans. mais t'as pas besoin d'engager du monde. Ce que je veux dire, c'est que le projet de le crisser à terre, d'en bâtir un œuf, je sais, Jeff, c'est 2 projets caves. Là. Mettre de l'argent dessus, c'est cave. Puis le crisser, ça va coûter une fortune, tu repars une autre patente, c'est de l'argent, c'est fou. Mais il ne faut pas que les politicos se mettent la face là-dedans. Là. Checkez bien la marde qu'ils vont nous bâtir. Là. Non, ils vont nous bâtir une marde. Ils vont nous bâtir une marde. Il y a des gens pour qui la job en ce moment, à chaque fois qu'ils se lèvent le matin, c'est d'aller réparer un bout de toile. C'est leur job. Ils se demandent quel bout de toile ils vont réparer. Le centre Vidéotron, je passe à côté à tous les 2 jours. Il y a des coulisses sur sa bâtisse. Ah, il est sale à mourir. Il est soin. Il est bonne idée de le faire blanc. Il soigne En brun. plein hiver. Ah oui. Tabarnak. Mauvaise place. Lettre à jouer avec. Blanc. Une secoupe. Pourquoi? Politicos. Toutes les statues qu'il y a à côté, il n'y a rien à comprendre. C'est des estis de bébelles en métal qui tournent et qui lettres à voir. Tout est lettre, calice. Les politicos, ils ont les pattes dedans tout le temps. Donc, si tu en payes 2 milliards pour le prochain, je veux pas en avoir un calice de politicos. Il va en avoir. Non, je veux pas en avoir un. Ils vont être là, au Québec. L'argent est là, puis décalisse. Ouais. Parce qu'ils vont Vends nous... des obligations d'épargne, comme Tennessee ont fait. Là, mets une petite taxe dessus, puis débarrasse. Débarrasse, puis laisse-nous aller. Laisse aller le monde, Chris, puis on va s'en bâtir un stade. Puis toi, le stade, il va faire pour le soccer, il va faire pour le football, puis il va faire pour... si le baseball arrive un jour, on va en avoir quelque chose de cute. On va en avoir un ou on n'aura pas. Si c'est pas une bonne idée, il n'y a pas un entrepreneur qui va rentrer là-dedans. Fait que si on en a un, on va s'assurer qu'il y a eu des études de marché, puis des plans d'affaires, puis des évaluations, puis on va s'assurer quasiment que ça va marcher. La politique investisse de l'argent un peu n'importe où sans avoir de certitude que ça va fonctionner. C'est un peu comme avec la grève, là. Tout le monde qui veut qu'on pitche de l'argent aux profs, ils ne comprennent pas que c'est leur argent qu'on pitche aux profs, puis qui est pitché un peu n'importe où. Si c'était notre argent et qu'on s'était mis ensemble, on la pitcherait de meilleure façon. Là, c'est lancé un peu... Les gars, avez-vous vu Régent Tremblay matin, qui raconte à quel point le Québec était le fun pendant plein d'années, puis qu'on construisait plein d'affaires, puis qu'on avait des projets de société sportifs, de transport, de plein d'affaires, puis comment, là, on n'a plus, puis comment c'est triste l'éducation, l'urgence, les autoroutes, nos équipes professionnelles, nos installations. Ça revient encore au Québec, guys. Si tu laisses les politicos aller, là, OK, ça va être un Clotaire rapport et Chris qui va nous présenter un projet, là. Ben oui. Roger Taillibert. Ben c'est ça. C'est Clotaire rapport et Taillibert, là. Moi, Taillibert, là, je suis sûr qu'on va avoir un show sur lui sur Netflix pour nous montrer que... Il y a le faux docteur qui pensait qu'il faisait pousser des genres de patentes avec... Du plastique. Ouais, avec du plastique, là. D'après moi, Roger Taillibert, c'était même pas un architecte. D'après moi, c'était un menteur. Il avait fait juste des modèles à coller. Exact. Hey, c'est déjà fini? Ouais, mais on va continuer sur Prime parce que là, vous êtes... On va être à la fin de Prime aussi, c'est ça? À la fin du Prime, vous allez mettre un petit vestiaire. À la fin des 2. Bon. Si vous êtes pas bien. Voilà pour le live. On continue le vestiaire sur le Prime. Et si vous voulez devenir membre du Prime, allez vous inscrire sur radiopirate.com parce que le premier mois est complètement gratis. Si vous n'aimez pas après, c'est goodbye. Si vous aimez, bienvenue dans la famille. See ya! The Revolution. Radiopirate.com